Jeff Fillion. OK, mon nom est Jeff Fillion. On vient d'ajouter la gang de live à notre... On vient de faire un gros 2 heures sur le Prime. Donc, la gang du Prime et du Live se joignent ensemble. Des milliers de personnes. On vous salue pour une petite heure et demie. Peut-être même un peu dépassé. Des fois, on est un peu indiscipliné. Beaucoup de choses à jaser. Jerry, tu as un gros lundi soir, mon ami Jerry? C'est bizarre, pas de football le lundi soir. Oui, c'est vrai. On est habitué à ça, là. Non, assez tranquillou hier soir, pour vrai. Là. J'ai composé des... parce que moi, je suis un aubergiste aussi. Ben, j'aide l'aubergiste, si je peux dire. Puis oui. J'ai fait un peu de lecture sur le vino. Fait que j'étais un peu là-dedans hier soir, dans le vin puis dans mes patentes d'aubergiste. Hey, il y a des gens qui... je fais une petite affaire vite on aura Régent Tremblay un peu plus tard. Donc, beaucoup de stock à jaser. La boîte à Jerry va suivre également. Donc, c'est quoi? C'est une boîte le mardi? C'est quoi? C'est une boîte? On va avoir une boîte régulière parce que dans les nouvelles, j'ai plein d'affaires mélangées. Donc, quand c'est trop mélangé, c'est une boîte. C'est une boîte mélangée. Parfait. C'est ça. J'ai officiellement demandé ce matin sur Radio Pirate Prime que Éric Duhaime et que Maxime Bernier fassent une grande réflexion sur ce qu'ils veulent laisser en politique. Donc, si vous voulez en avoir plus, j'ai fait une bonne réflexion, mais juste vous dire que je le cale haut et fort encore une fois, que Éric Duhaime et Maxime Bernier doivent faire une grande réflexion. Je pense que Éric a bâti ce qu'il avait à bâtir avec le Parti conservateur du Québec. Il y a comme un support aux alentours de 10 %. Quelqu'un d'autre peut continuer, mais il n'y aura jamais de miracle avec les Québécois pour... il n'y a pas de soif pour un parti conservateur. Il n'y a pas de soif pour un parti plus de centre-droit. Les Québécois étant ce qu'ils sont, on le voit par les sondages au fédéral, les Québécois, c'est pas pour rien qu'on est dans la marde, c'est pas pour rien que ça va pas, c'est pas pour rien que c'est tout croche. Nous sommes responsables de penser que seulement les politiciens, c'est nous qui les nommons, les politiciens qui sont là. Donc, nous sommes collectivement, ça nous inclut, ceux qui parlent en ce moment, ça nous inclut, nous sommes responsables du chaos que nous vivons au Québec depuis une couple de décennies. Donc, le déclin rapide du modèle québécois, nous sommes grandement responsables. Puis on le voit par les intentions de vote pour le fédéral qui s'en viennent. C'est quasiment gênant. Là. Sérieux, c'est quasiment gênant. Donc, le futur du Parti conservateur du Québec, je pense que, bon, si ça va bien, peut-être 15 %, 16 %, 4-5 élus. C'est vraiment, ça sera toujours un genre de parti qui va ressembler un peu à QS, mais de l'autre côté du spectre. Donc, ce ne sera jamais un parti qui va être pris au sérieux par les Québécois parce qu'on est guidé par des enfoirés de journalistes et de chroniqueurs qui vous disent quoi penser, pour qui voter, etc. Puis ça, vous savez quoi? On pense que c'est les boomers, mais ça ne changera pas. Les autres, dans un dôme, dans une petite place comme le nôtre, il y a des affaires bizarres qui se passent. Il y a des affaires, il y a comme un côté, c'est une famille. C'est une famille. Et dans une famille, il y a toutes sortes de choses louches qui arrivent dans une famille. Donc, c'est un peu ce qu'on est. Puis, ça ne changera pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé officiellement ce matin sur le Prime que Éric Duhaime réfléchisse, parce qu'on pense qu'on a besoin de lui. On n'aura pas beaucoup d'élus conservateurs au Québec. Il n'y aura pas beaucoup de changements. Je pense que ça va se tenir pas mal. Puis là, même avec je dirais, la perspective de voir possiblement le Bloc québécois comme opposition officielle à Ottawa, vous allez voir que probablement que l'emphase médiatique va être mise là-dessus et les Québécois vont sauter là-dessus pour essayer de faire un genre de finger à Ottawa, puis on va envoyer des gens qui finalement seront dans une opposition officielle, mais avec aucun pouvoir, parce qu'il y aura probablement 250 élus conservateurs qui auront le contrôle de l'agenda au complet. Donc, on ne sera pas nombreux. Peut-être 10, peut-être 11, peut-être 12, max, qui vont être des élus conservateurs. La gang d'élus qu'on a actuellement, c'est une gang de mauviettes. C'est des gens très fragiles, c'est des gens très faibles, c'est des gens sur qui on ne peut pas compter. Ce sont des fake conservateurs. Donc, ça nous en prend des vrais. Il faut que Éric Duhaime pense à ça. Il faut qu'il réfléchisse à devenir un membre important d'un gros gouvernement. Il va être nommé ministre. Il ne faut pas qu'il oublie ça.
Et même chose pour Maxime Bernier. Je sais qu'il y a des pirates qui sont pro-Maxime, ils sont partis, mais vous devez reconnaître, regardons les faits, regardons les chiffres. Ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, cette histoire-là ne peut pas continuer. C'est de perdre du bon talent, c'est de perdre quelqu'un qui a peut-être des choses à nous donner, qui nous l'a montré avec Stephen Harper, qui est capable de nous en donner. Si ces gens-là veulent laisser un peu un leg donc de leur carrière, je pense que l'opportunité est là en ce moment. Ces deux-là doivent penser très fortement à se joindre à pas Éric Duhem, mais à Pierre Poilievre. Donc, Éric Duhem et Maxime Bernier doivent penser à ça. Et moi, si j'étais eux, je ferais le job. Je deviendrais les deux personnes les plus importantes de Poilievre au Québec. Les deux premiers ministres nommés également avec des vrais ministères importants. Il y a beaucoup de choses à faire au fédéral qui va probablement squeezer le provincial et en même temps, donc, les villes. Donc, avec Poilievre qui s'en vient, il y a bien des choses qui risquent de changer. Il y a un bon défi à faire. Moi, j'ai l'impression que that's the place to be. C'est à eux autres à y penser, mais il faut au moins qu'ils fassent une vraie introspection sur ce qu'ils sont en train de faire et une bonne réflexion à savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme ministre avec Pierre Poilievre dans les... Moi, je pense que c'est... Habituellement, un gouvernement est là pour 8 ans. Si ça va bien, est là pour 12 ans. Donc, il peut y arriver énormément de changements. Donc, la balle est dans le camp de notre chum Éric Duhem. Même chose pour Max Bernier en Beauce. Je pense que les Beaucerons seraient contents de voir que Max rentre au bercail. C'est le temps peut-être de piler un peu sur son orgueil. Même chose pour Poilievre, de mettre toutes ces forces-là ensemble. Il faut penser au monde, il faut penser à notre société, il faut penser à notre pays, il faut penser à notre province. Et ça, ben, c'est là où on doit mettre les égos un peu plus en arrière sur le back burner et s'occuper de... La raison pourquoi on est en politique en premier, c'est de servir et c'est d'améliorer la communauté dans laquelle on est. C'est ça le but. C'est pas d'avoir des likes sur Twitter, c'est pas d'avoir... Non, le but, c'est de servir. Donc, voilà. Donc, je voulais que ce soit également mentionné pour les gens qui nous écoutent sur le live. C'est une discussion qu'on a eue ce matin sur le Prime, mon ami Jerry. C'est quoi les chances? Mettons, tu as des odds là, que ça intéresse Éric. Moi, je pense que c'est beaucoup plus élevé qu'on pense. Ah oui? Moi, je pense que Éric, il pense déjà pas mal. C'est juste comme on a parlé avec Yann hier, qu'il y a un impact avec un parti politique qui est en train de monter, mais vu que son support à 10% est établi, c'est grandiose ce qu'Éric a fait en passant. Mais le next step va être très, très, très difficile. Parce que ça n'a rien à voir avec Éric, ça n'a rien à voir avec peu importe les gens qui sont alentour de lui. Ça a à voir avec les Québécois en tant que tels, ça a à voir avec les médias. Les médias ont réussi à faire de Éric Duhem... Ils l'ont démonisé. Le politicien le plus détesté du Québec. 4 Québécois sur 10 trouvent que Éric Duhem est le pire politicien au Québec. Donc... ce qui est n'importe quoi, en réalité. Là. C'est n'importe quoi, ça. Là. Mais ça prouve une chose. C'est que... C'est plate à dire. C'est chez nous. Là. On fait partie de ce qu'on est en train de dire. Là. C'est une place de cave. Si tu penses que Éric Duhem nuit en politique, c'est le pire, t'as rien compris. Là. T'as rien compris. Faut vraiment que tu sois un cave pour répondre à un sondage puis nommer Éric Duhem en premier. Mais c'est ça. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. C'est l'histoire d'argent aussi, Jeff. Avec la montée du Parti conservateur du Québec, tu as eu une espèce d'élan de générosité. Le monde dit, je vais donner de l'argent, je vais embarquer. Il y a un mouvement... c'était beaucoup relié à la COVID. Aussi, exactement ça. Oui, exactement. Tandis que là, peut-être que dans les prochains mois, ça va être plus tough aller ramasser de l'argent. Là. Ça va être crissement tough. En fait, le plus gros montant d'argent, ça va prendre une autre COVID. Il n'y aura pas de... Les gens sont rendus ailleurs, là. Bon, sur l'histoire de la COVID, les gens sont... Mais malgré ça, le plancher, le support est à 10 %. Là. Ce qui est magnifique. Là. Mais de passer de 10 à 20 ou à 25, c'est rêve en couleur. Là. Rien à voir avec Éric. Mais juste regarder l'environnement dans lequel on est. Juste à regarder les médias. Quoique, je vais peut-être te surprendre, mais il est arrivé quelque chose quand même dans les derniers jours. Et j'essaie de comprendre c'est quoi le but de ça. Je m'en doute un peu. Mais il est arrivé quelque chose de bizarre ce week-end. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec avaient barré sur X
pendant la COVID, au cours des deux dernières années probablement, avait barré des milliers et des milliers de Québécois de leur compte Twitter ou X. Je faisais partie de ceux-là. Et ils ont débarré tout le monde ce week-end. Ah ouais. Tout le monde est débloqué depuis ce week-end. Mais c'est qui ça? C'est le Journal de Montréal, tu dis? Journal de Québec, OK. Journal de Montréal. Oh, Les deux. OK? Bon, ils font des affaires bizarres. Tu sais, hier, ils ont mis un article de Luc Laliberté. Le prof dangereux de Garneau qui enseigne à vos enfants, qui est un anti-Trump, puis un gars qui devrait amener devant les jeunes de cet âge-là tout l'éventail politique sans le colorer, mais ils sont incapables. Bourrés de préjugés, bourrés de... Et ces gens-là enseignent à nos jeunes, donc ils sont en train de former nos jeunes à devenir de bons gauchistes démocrates. Ça m'énerve. Et là, lui, il parle de Michelle Obama. Puis Michelle Obama est extraordinaire. Puis Michelle Obama. Là, on est en mode panique. Là. On sait très bien que le bonhomme, il est fini. Là. Le bonhomme, il se promène la queue à l'air à Maison-Blanche. Ah oui, c'est ça. Là. C'est un gars qui fait dans ses briefs, là, ses bobettes, il fait des pocs dans ses bobettes. Et tu peux pas avoir un débat télévisé Biden avec un tas dans le derrière puis Trump. Tu peux pas, là. Ça va être une catastrophe. Non, ça marche pas. Non, il a dépéri énormément au cours des 2-3 dernières années. On essaie même de vous faire croire que Trump, c'est celui. Ils mettent des vidéos, hey, Trump, il est sénile. Arrêtez de parler de Trump sénile. Là. Je veux dire, le sénile, vous savez c'est qui, puis les gens commencent à savoir. Donc là, est-ce que Michelle Obama est prête? Puis non, mais moi, c'était une farce que j'ai écrit. Big Mike. J'ai dit, Big Mike ne sera jamais président des États-Unis. C'est à cause des rumeurs qui racontent. Est-ce que Mike a un morceau dans ses culottes? Est-ce que Barack Obama n'est pas gay? Est-ce qu'ils sont ensemble? Ben oui. Excusez-moi, là, je vais le dire encore. Le bonheur est en avant de nous et autour de nous. La manière qu'on gère nos vies pour avoir un peu de plaisir, là, c'est qu'on prend des affaires qui sont crissement poches et on essaie de les virer drôles. Oui, c'est ça. La femme à Macron, c'est un homme. Là. Ouais. Ben oui, c'est ce qu'il dit. Depuis que Macron est élu, ça roule. Là. Ben oui. Ça veut dire, à un moment donné... Puis, savez-vous quoi? J'ai essayé le deuxième, puis même des fois le troisième. Mais juste le deuxième, des fois, ça passe pas. Non. Donc, on va rester au premier degré avec des jokes niaiseuses, si c'est ça qu'il faut faire. Premier niveau, Jeff. Premier niveau, on reste au premier niveau. Donc, je l'ai appelé Big Mike. Écoute, c'est toute une pièce, là. Le Journal de Québec a bloqué mon commentaire. Ah. Okay. Mais là, je dis, me voulez-vous ou vous me voulez pas? OK. Mais ce que je veux dire par là, outre ça, c'est pourquoi le Journal de Québec et le Journal de Montréal ont débloqué en fin de semaine tout le monde. Mon feeling, c'est que la business va pas bien. Et ils savent très bien que t'es mieux d'avoir des milliers de haters qui commentent tes articles et qui fait que tes articles se promènent pour que finalement, parce que c'est elle la beauté. Je vous raconte une affaire. Quand je faisais de la radio, nous faisions des sondages à l'interne. Okay? On faisait des sondages pour comparer les sondages BBM que nous avions. Parce qu'on savait quelque chose. On était, à ce moment-là, je pense qu'on avait 100 000 au quart d'heure. La station de radio avait 450 000 auditeurs. C'était complètement fou. Mais nous, on se disait, savez-vous quoi? On pense qu'on en a plus encore. Parce qu'à cause de la méthode de sondage, que beaucoup de gens qui nous haïssaient ne remplissaient pas les cahiers de code d'écoute parce qu'ils nous haïssaient, donc ils nous écoutaient. Mais on n'était pas capable de les voir dans les résultats parce qu'ils ne voulaient pas l'écrire, ils ne voulaient pas le dire, ils nous haïssaient trop. Et nous autres, on faisait des sondages internes pour comparer, puis on se rendait compte qu'on avait 50 de la population. Il n'y avait personne dans le milieu. Il y avait 50 des gens qui nous adoraient. Et il y avait 50 des gens qui nous haïssaient à mourir. Et il n'y avait personne entre les deux. Donc, on faisait une règle de 3. Puis là, on demandait à ces gens-là, oui, OK, vous haïssez, mais est-ce que vous écoutez à l'occasion? OK, là, qu'est-ce qu'ils répondaient? Oui. Donc, combien de fois? Parce que finalement, quand on faisait le calcul, on était beaucoup plus nombreux que les chiffres officiels. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Ben non. Dans les vieux médias, oui. Mais les journaux, maintenant, sont sur le web. Donc, quand un hater clique,
Même s'il t'haït, il te rapporte de l'argent. Tu comprends pas l'affaire? Donc, il y a quelqu'un qui a fait la réflexion. Ouais. Les haters, on va leur donner la permission de commenter puis de nous peler d'en face. Mais au moins, dans la gang, il y en a qui vont faire que l'article va se promener. Il y a des gens qui vont cliquer. On va se servir de la gang de gens qui nous détestent pour faire de l'argent sur leur dos. La réflexion, d'après moi, c'est elle. Mais il est arrivé autre chose depuis samedi. Samedi, il y avait une armée de chroniqueurs de Québécois qui se sont tournés vers Pierre Poilievre pour dire que qu'est-ce que Poilievre a fait sur les 2 mers, c'était dégueulasse. Puis ça n'avait pas sa place, etc. Backlash du monde. Encore une fois, tu te dis, mais voyons, comment des chroniqueurs et un média supposément important peut manquer de pif de même? Alors que 9 personnes sur 10 applaudissent ce que Poilievre a fait, puis que c'était mérité pour les 2 mers, pour Plante et Marchand, les chroniqueurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec sont complètement à l'opposé du monde. Et sont certains que tout le monde pense comme eux autres. Il y en a un qui l'a écrit d'ailleurs. Hey, Poilievre a senti qu'au Québec, ça ne passe pas. Pardon, ça passe pas dans ta gang, mais dans le monde, ça passe. Et moi, j'ai le feeling que samedi, il y a un gars qui s'est tanné. Il y a un gars qui a callé une genre de conférence par Messenger ou je sais pas. Il y en a un qui s'est tanné. Il dit, hey, oh, tabarnak. Tout le monde alentour de moi sont contents. J'ouvre mon journal qui m'appartient et vous êtes tous, vous autres, en crise après ça, alors que tout le monde alentour de moi, à tort ou à raison, sont complètement à l'opposé de vous autres. Et depuis samedi, il y a beaucoup d'histoires drôles qui se passent dans les journaux de Québécois. Emmanuel Latendresse qui dit d'arrêter de démoniser les gens qui votent pour Trump, avec un paquet de raisons du pourquoi. Ensuite, sur les panels de LCN, Mathieu Bock-Côté, c'est Joanne Marcotte qui a mis ces clips-là. Mathieu Bock-Côté qui disait hey, arrêtez, là. Arrêtez de nous faire à croire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dit sur un politicien, c'est du Trump. Là. Il dit, je suis au monde depuis 40 quelques années. Il dit des politiciens qui insultent d'autres politiciens, ça existe bien avant qu'on connaisse Trump. Là. Ça existe depuis toujours. Là. Depuis quand que c'est juste. Je vous le dis, depuis samedi, on est juste mardi. Mais je pense qu'il vient d'arriver un déclic. Le déblocage des gens sur X, Twitter, pour les comptes Journal de Montréal et de Québec, et le changement de ton qu'il y a en ce moment, est-ce que c'est passé? Je ne sais pas, mais Marc Bellemare ne serait pas dans le Journal de Québec à planter les 2 mers jeudi passé. Mais il est là hier et aujourd'hui. Il est sur LCN, il est dans le journal. Wow! Y a-tu quelqu'un qui vient d'allumer? Y a-tu quelqu'un qui vient d'allumer que là, ils ont fait fausse route depuis un bout? J'ose rêver un peu. Peut-être que c'est passager, peut-être que c'est une patente de 5 jours, mais j'ai comme le feeling que pour des raisons... Les raisons sont simples. C'est pas parce qu'ils ont le goût de changer tant que ça. C'est qu'ils sont en train de crever, Callis. Quand tu vois qu'il ne se passe plus rien, tu te dis, attends un peu, là. Il va falloir commencer à aller avec le monde parce que là, en allant contre le monde, on est en train de crever. On n'a pas de clics, nos pubs ne sont pas vus, nos vidéos sur YouTube qu'on met de LCN, personne ne les regarde, etc., etc. Tu sais, quand tu te fais clencher par une vidéo, Stéphane Bureau est invité à LCN et Stéphane Bureau dit que Trump, il est pas mal meilleur que vous pensez, puis il n'est pas si cave que ça. Vous regardez les vidéos de LCN, je pense que c'est 1000 vues, 2000 vues. Et là, vous avez Stéphane Bureau qui défend Trump et lui a 250 000 vues. Il y a quelqu'un qui allume, là. Wow! À un moment donné, il faut toujours que tu suives où l'argent est. Ça finit toujours par ça. Et ça se peut qu'il y ait quelqu'un. Et je soupçonne que le gars en question s'appelle PKP, là. Je pense qu'à un moment donné, lui, il se laissé aller. Amusez-vous. Mais là, je pense que la récréation est finie et qu'il va falloir que les chroniqueurs et les journalistes et les médias de Québec... Je rêve peut-être, mais c'est pas anodin ce qui est arrivé ce week-end. C'est pas vrai là, qu'il n'y a pas de stratégie. Oh, on se lève, maintenant on débloque tout le monde. Non. Il y a une réflexion derrière ça. Il y a un mea culpa derrière ça. Il y a quelque chose qui se passe. Et si c'est le cas,
en sachant le pouvoir que le Journal de Montréal, le Journal de Québec a sur une certaine clientèle âgée, bien là, on a peut-être espoir de quelques changements parce que le but, vous savez, c'est lequel le but des prochaines années? C'est de rentrer Poilièvre avec le plus de monde au Québec possible. C'est pour ça que je demande à Éric et à Max de penser fortement à ça. L'autre affaire, c'est de crisser au mois de novembre prochain, c'est de crisser toutes les maires communistes dehors au Québec. Il faut commencer à mettre faut crisser le maire de Laval dehors. Il faut mettre la mairesse de Montréal dehors. Il faut mettre celle de Longueuil dehors. Il faut mettre celle de Chicoutimi dehors. Il faut mettre celui de Québec dehors. Tous les maires QS, il faut y crisser dehors. Donc, on a de l'ouvrage. Oui. Et ensuite de ça, il faut trouver une alternative à cette CAQ-là pour ne pas retomber avec des pires que la CAQ, qui serait le PQ. Il faut trouver un moyen de balancer la patente. Ça sera probablement les 12 travaux d'Astérix sont là. Mais il y a quelque chose de big qui s'en vient. Et savez-vous quoi? Si Québécois flaire que le monde n'était pas où il pensait qu'il était, pour leur amener de l'eau au moulin avec des clics sur les réseaux sociaux, et etc., puis les mettre de leur bord, sont assez au cash, un peu pute, pour faire le switch. Et ça change toute la donne. Là. Je rêve peut-être en couleur. On a le droit de rêver en couleur. Mais ce qui est arrivé en fin de semaine, que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ait débloqué tout le monde. Et il y en avait bloqué des milliers. Même plein de gens se disaient, mais pourquoi je suis bloqué par le Journal de Québec? C'est quoi l'histoire? Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont bloqué. Moi, je pense qu'il y a un moyen d'avoir une application quelque part qui te permet de bloquer quelqu'un que tu veux bloquer et bloque tous ses followers. Et moi, je pense que je sais de où ça part. OK? Je pense que c'était pas mal tous des pirates qui étaient bloqués. Oui, ça. Je pense que c'était des dizaines et des dizaines de milliers de pirates. Et là, ils se sont dit, les pirates sont trop forts. Les pirates dominent. En passant, juste message aux haters qui regardent les pirates sur les réseaux sociaux avec leur drapeau. Et merci en passant à des gens qui ont des jobs tough ou qui ne sont pas supposés s'identifier. Des gens qui m'écrivent et me disent « Hey, ouais, ça faisait des mois que j'y pensais. J'ai mis mon drapeau. Je suis un élu à telle place, je fais telle chose. Je l'ai mis mon drapeau quand même. Thumbs up. » Ça les fait... Ils sont quasiment en train de mourir. De nous voir dominer, entre autres, de la manière qu'on le domine. Au lieu d'être contre les pirates, au lieu d'essayer de nous insulter, de nous traiter de tout et non, je pense que Québécois a compris que t'es mieux d'avoir les pirates avec toi que de les avoir contre toi. Il est arrivé quelque chose en fin de semaine. Rêvons pendant quelques heures, rêvons pendant quelques jours, mais il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Et regardez le ton depuis dimanche. Le ton a changé. Il y a des choses qui sont publiées qui ne l'auraient jamais été dans les 3 dernières années. Donc, soyons positifs. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se brasse. Money talks, toujours. Money talks. Et quand tu vois que les influenceurs numéro 1 sur X, sur les réseaux sociaux, ce sont des pirates, t'es mieux avoir des pirates qui jasent, même des fois, si tu te piles d'en face un peu, mais au moins, ils jasent de toi, ils montrent que tu es en vie, etc. Il y a des gens qui finissent par aller cliquer sur l'article, ça mène de l'argent, etc. Si la décision a été prise ce week-end de faire ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Mon nom est Jeff Fillion. Salutations à tous les pirates, que vous soyez les pirates cheap ou les pirates prime. On vous adore tout le monde. Et les pirates débloqués. Et les pirates débloqués par Québécois. Donc, voilà. Peut-être un peu d'espoir. Rêvons un peu. Ça fait du bien. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. 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 Une petite boîte. Jerry, il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Des fois, c'est des petites boîtes qui sont comme pleines. Des petites boîtes pleines. Je sais pas si c'est mieux une petite boîte pleine qu'une grosse boîte à moitié pleine. Ben moi, j'aime mieux une petite boîte pleine qu'une grosse boîte vide. Oui, c'est ça. Exactement. Hey, la grosse nouvelle, ben, c'est une nouvelle de bourse. Puis c'est une nouvelle qui... ça touche pas mal de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de lutte. Plus qu'on pense, je pense. Moi, je suis un gros fan de lutte.
Je sais que toi, J'adorais ça. Là. Je sais que t'as aimé ça. Là. Vraiment. Là. Ça, C'est un j'ai show. vraiment aimé le show à Québec. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. J'y allais un peu de reculons, je vais te l'avouer. Là. Ben oui, c'est ça. Là. Tu dis, je vais là, ça va-tu être un peu comme cheap? Là? T'as peur d'arriver à une espèce de spectacle un peu cheap. Là. Tu dis, ouais. Mais là, c'est ça. Quand c'est grandiose, puis t'es déjà partant dans le sens que t'es bon public, ben, des fois, tu peux être surpris là, sur certaines. Même si t'es pas un fan puis t'écoutes pas des galas à pu finir à TV. Mais là, la fin, c'est que le deal qui vient de passer, c'est un deal spécial. Tu sais, Spécial. est spécial. Spécial. C'est Netflix, et je dis bien Netflix, qui vient de signer un gros contrat avec la WWE pour un deal de 10 ans, un deal de 5 milliards de dollars pour mettre la lutte sur Netflix. Oh boy, de boy, de boy. Donc, les streamers, là, ils en veulent du sport live. Ils veulent des galas, ils veulent des événements. Ça, c'est une très, très grosse nouvelle. La lutte, ça appartient à qui? Ça appartient à TKO Holding, qui appartiennent, eux autres, à Endeavor. Endeavor, là, c'est très, très gros. Mais c'est spécial parce que Dwayne Johnson, The Rock, il vient d'être nommé, je pense que c'est hier, il a été nommé, je pense, sur le board de TKO. Donc, c'est une grosse poussée de Netflix dans le sport live, là. Puis, les codes d'écoute de ça, je ne suis pas allé voir, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de lutte, là. Mais les propriétaires de MMA puis la lutte, c'est la même, non? Oui, UFC, WWE, puis le Bull Rider. Ben là, les Bull Riders. Il y a juste un pas à faire. Hein? Oui. Pour que. Exactement. Il y a un pas. Je comprends ce que tu veux dire. Là, en ce moment, c'est juste la lutte en tant que telle, mais il y a un pas à faire. Ça, c'est sûr. Donc, puis je voyais que l'action de Endeavor, c'est EDR, je pense que le code était à plus 7% tantôt. Donc, c'est une nouvelle, je pense, qui fait plaisir au marché. Une patente de sport. Je ne sais pas si vous avez Connor Bedard dans votre pool. Moi, je l'ai dans mon pool. J'étais super content au début d'année. En plus, Puis là? Ben là, la face, c'est qu'il est blessé. Il s'est fait casser la gueule. La pure expression. Lui, il s'est fait fracturer la mâchoire. Puis là, on pensait qu'il allait revenir bientôt. Mais là, ça vient de sortir. Bédard, il est sur le carreau pour encore 6 semaines. Wow! Ils disent minimum 6 semaines encore. Donc, l'histoire du trophée Calder, le Bédard, c'est fini. Là, c'est goodbye. Là. C'est fini tôt. Mais, tu sais, il a bien fait, là, Bédard. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, là. Mais cette mot, t'as dit, il était plaqué d'une manière sauvage. Je ne sais pas c'est quel sauvage qui l'a pogné. Là. Mais en tout cas, il s'est fait casser la gueule. Puis l'autre affaire de hockey, c'est une réflexion. Avez-vous écouté à date un match de hockey de la LPHF? Non. M'intéresse pas du tout. La Ligue des filles. J'ai même pas le temps d'écouter un NHL comme je veux. Là. À un moment donné, on en a trop. Là. Oui. L'affaire, c'est que... Et t'as peu, là. Que ça plaise à du monde, puis qu'il y a des investisseurs qui veulent embarquer là-dedans, puis que, regarde, on est all for it, là. Moi, puis c'est pas un hockey qui est plate, là, c'est un hockey le fun, là. Chaque fois qu'on a vu des matchs de filles, mais moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps d'écouter le hockey de la NHL, tu sais, à un moment donné, je peux pas en rajouter, là, je veux dire, 24 heures d'une journée. Moi, j'ai juste un message pour les filles. Protégez-vous des messieurs-madame qui vont vouloir embarquer dans cette ligue. Exact. Oui. Ça marche pas. Mais moi, je suis super content que les filles aient leur ligue. C'est merveilleux. Là. Oui, parce que c'est une ligue professionnelle, donc ils ont des salaires. C'est plus des histoires de groupe ou rien. Parce que là, les filles, c'est des jobs. Les filles au Canada, ils allaient aux Olympiques, mais il n'y avait pas. Je ne sais pas dans quelle équipe ils jouaient pour se développer. C'était pas structuré assez. Là, c'est merveilleux, mais là, ils commencent. Là, ils ont 6 équipes. Les équipes, ils n'ont même pas de nom encore. C'est ça. C'est Minnesota, Montréal, New York, Ottawa, Boston, puis Toronto. À date. Là. Original 6. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est le clin d'œil qu'ils ont voulu faire. Oui. La face, c'est que les games, ce que j'ai compris, c'est que les games sont à l'auditorium de Verdun.
Ouais, mais ils en ont joué une à Laval. Là. Je sais qu'ils en ont joué une à Laval. Oui, parce que c'est bon. Ouais. Les billets entre 20 et 48 piastres, c'est ce que j'ai vu. Donc, mais la question, est-ce qu'une équipe comme ça peut vivre à Québec? Pour avoir l'équipe de Québec, faire une rivalité avec Montréal, c'est-à-dire repartir un peu cette espèce de rivalité-là, Québec-Montréal. Je sais pas. Là, en ce moment, il y en a qui pensent que oui. Il y en a qui pensent que oui, que ça pourrait faire. Sauf que c'est sûr que tu es dans le centre Vidéotron. C'est peut-être là qu'ils devraient jouer. Ouais. Je ne sais pas s'ils peuvent jouer à une autre place, là, mais ça veut dire c'est. Bon, tu as déjà les remparts qui attirent une quantité de monde. Je ne sais pas si ça peut attirer du monde. Est-ce que ça peut être viable? Je ne sais pas du tout. Mais c'est une réflexion qu'on. Une chose est sûre, mettez-les pas à Trois-Rivières parce que. As-tu vu les foules à la Ligue de la East Coast à Trois-Rivières? Ouais, pour les Lions. D'après moi, il y a 40 personnes. Arrête. Ah non, arrête. Ah non, c'est très sans joie le vert. Pourquoi, hein? C'est même bizarre. Marché difficile, Trois-Rivières. Ouais. Difficile. Ah, ils n'ont même pas d'équipe junior. Non, je comprends non. que Shawinigan, c'était 20 minutes de là. Mais quand Non, même. puis ils ont eu des draveurs longtemps. Il y a eu des histoires, les draveurs. Michel Bergeron, toutes les compagnies, là, tu sais, dire, en principe, ils ont une super belle aréna en passant. Tu sais, au cœur de tout, il est sur le bord de l'autoroute quand on passe, juste avant d'aller vers le pont. Ils ont tout ce qu'il faut, là. Non, c'est bien intriguant. Puis, situation géographique idéale. Non, oui, je sais que c'est la partie de travers. Marc-André Bergeron est un gars un peu un phénomène, là. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui s'en va. Là. Ça doit être déficitaire comme ça se peut pas. Là. Il y a des salaires là-dedans. Là. Il y a des salaires. Oui, il y a des salaires. Il y a des vrais salaires. Là. À 50 personnes payant, c'est pas. Tu vas. Hey, en début de show, Jeff, tu as parlé de Sunrise Ford. Oui. Un de tes concessionnaires. Là hier. Oui, ton concessionnaire Ford. Au soleil. Sunrise Ford. Mais je me suis pris une petite note parce que c'est rien. Non, mais c'est rien. C'est une petite note. Non, mais c'est rien. Parce que j'ai pris une photo. Des fois, quand je vois quelque chose, puis je prends une photo pour m'en souvenir. C'est parce que les gens ne comprennent pas que Jerry, mettons, je parle de quelque chose, Jerry est toujours en train de pitonner sur son téléphone pour aller voir de quoi je parle. Tout le temps. Moi, je pitonne tout le temps. Tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, je pitonne. Puis, je photographie. Puis, c'est des idées. Moi, j'y parle dans l'après-midi, il me répond même pas. Non, c'est ça. Moi, je suis une mamère. Je suis une vraie mamère. Qu'est-ce que je te dise? La fin, c'est que je suis allé, parce que tu as parlé de ton concessionnaire Ford au soleil, mais moi, j'ai mon concessionnaire Ford dans la neige. Ah. Oui. Je suis allé parce que j'avais un rappel sur mon char. Moi, j'ai un char que je me suis acheté récemment. Donc, j'avais un rappel, toujours un petit rappel de quelque chose, une patente électronique. Là. Il fallait qu'il change, il fallait qu'il fasse venir la pièce. Un rappel, tu n'as pas à payer. Tu arrives au garage, ils te font ça prend à peu près 3/4 d'heure, puis c'est réglé, puis tu t'en vas. Il faut que tu y ailles parce que, tu sais, c'est un rappel. Ah oui. Il faut y aller. Tu prends un rendez-vous. Mais ça coûte à rien. Mais j'étais dans le garage en train de prendre un café. La petite machine, café. Un bon café. Ah oui. Oui, bon café que tu payes. Le petit café. Bon, parfait. À un moment donné, je passe devant le garage. Tu sais, dans le sens où ce qui travaille dans le garage, puis je me promène un peu. Tu sais. Je vais te dire pourquoi je me promenais. Parce que j'étais dans la salle d'attente, puis il y avait LCN. C'est bon. Mais ça, c'est ça dans c'est ça dans tous les concessionnaires. Oui, mais là, l'affaire, c'est que j'étais plus capable. Donc, ce que j'ai fait... Non, c'est pas écoutable. Non, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, puis pour vrai, là, c'est un geste de rébellion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu changer de poste. Là, je t'ai fourré avec la télécommande, parce que je connaissais pas trop le TV. En fait, quand j'ai réussi à changer de poste... Mr. White est en train de s'étouffer, tu crois? Oui, il est en train de s'étouffer, Mr. White. Oui. Il mouche beaucoup, puis il tousse. Il tousse beaucoup. Tabarnache qui tousse. Oui. Mais l'affaire, c'est que la fille de la réception, quand j'ai changé de poste, à peu près 15 minutes après, elle s'est levée et est venue remettre LCN. Ah non, c'est rentré dans le réseau. Mais là... T'avais mis quoi comme poste? Là, j'ai fait plus la patente. C'était un genre de il a mis n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai mis une patente. Là. C'était comme un genre de poste américain avec des infos. OK, c'est en anglais. Franchement, c'est pas aidé. Donc, c'était des infopubs. Là. Mais j'ai baissé le son aussi. J'ai baissé le son au minimum. On entendait juste un petit... C'est insupportable. Non, c'est insupportable. En plus, c'était le matin.
C'est genre vers 10 heures. Bon, là, j'ai vu arriver Mario Dumont. J'ai fait un crise de saut. Je l'avais jamais vu depuis 10 ans. Là. Après un coup de vieux, Mario. Oui, je n'écoute jamais ça, moi, LCN. Là. Mais là c'était comme se faire arranger une dent à froid. Là. Quand tu vois Mario Dumont, est-ce que tu vois toujours voyons, c'est nacho. Ouais. Est-ce que tu vois toujours ces nachos? Moi, Mario Dumont, c'est des nachos, nature. Chaque fois que je vois Mario Dumont, je pense aux nachos. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que je me suis fait une plate de nachos pas plus tard que la semaine passée. Ouais. C'était chubby. On l'a mangé en même temps jeudi soir, nous. Ah oui, c'était chubby. J'ai mis du poulet dedans. La patente. On dit l'histoire. Puis quand je mangeais mes nachos, tu penses à lui. Avec ma blonde, je pensais à Mario Dumont. Ben oui. Je disais, moi, Mario, lui, c'était sec. Là. Vous entendez-tu? Là? Pas de salsa. Non, il n'y a rien. C'était sec. Vraiment. Il y avait une petite pincée de fromage dessus. Et nachos pas cuit. Mais mon histoire de garage, c'est là que je m'en vais. C'est que je passe devant le panneau combien que ça coûte à l'heure faire réparer ton char au concessionnaire? Oh boy. Là, c'est malade, ça. 160. Là, je te parle. J'ai vu 167 167,75. À l'heure? De l'heure. Ah, voyons. Plus taxe. Mais moi, dans ma taxe. Ouais, ça, plus taxe. Ben, la taxe, c'est 25,16. Puis TPS, TVQ. Donc, au total, quelqu'un qui fait réparer son char... 195 pièces. 192,90. Oh. Une heure. Welcome. Jeff, je pense que je me suis quasiment écrasé dans le garage. Dans ma tête, gars naïf, gars que ça fait longtemps qu'il ne connaît pas les prix. Là. Moi, dans ma tête, c'était genre 125. Il y a quelques années, je voyais 75, je vais mourir. Oh oui. Jeff, c'est rendu 192 piastres de l'heure avec les taxes. Ben, c'est malade. Où est-ce qu'on s'en va? Chronomécanique, sérieux. C'est Yannick d'aller aller voir. Chronomécanique qui a déjà annoncé chez nous. Il n'annonce plus parce qu'il n'y a plus besoin. Il est tout le temps plein, mais si vous avez besoin d'un vrai, un bon, avec les vrais prix, puis quelqu'un que vous pouvez truster dans la région de Québec, Chronomécanique, Yannick est extraordinaire. Chronomécanique, là, moi, c'est le seul garage que je rentre où je ne suis pas nerveux. C'est ça. Vrai. Premièrement, Yannick n'est pas nerveux. Non, puis, c'est ça. Puis moi, je sais, les garages me rendent nerveux. Moi, je rentre dans un garage, puis ça me rend nerveux. Il y a une histoire qui est drôle. Je pige dans la boîte, là. Et la boîte sur de patente. Il y a une affaire qui est drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment comique. Mais cette personne-là est très candide. Puis moi, du monde qui sont candides, puis qui... Je sais pas, il y a comme un certain Qu'est-ce que ça veut dire, charme. candide? Candide, c'est qu'il y a une espèce de... Pas naïveté, mais une espèce de franchise un peu naïve. Ouais. Tu sais, tu dis un peu ce que tu as dans ta tête sans penser à ce que les autres vont dire, mais tu le dis d'une manière un peu... tu le dis d'une manière un peu, comment dire, un peu légère. Ouais, mais tu le dis sans trop réfléchir. Oui, c'est ça. Ben, c'est aux conséquences. Comme Poirier avec Marie-Lou, là. Qu'on a fait écouter hier. Oui. C'est un peu ça, c'est un peu candide. Lui, là, il parlait sans penser aux conséquences. Mais vous, là, Luc Poirier, là, mais vous, Luc Poirier. Avez-vous pensé aux conséquences? Avez-vous pensé aux conséquences? Luc Poirier. La madame, elle s'appelle... La dame, elle s'appelle Maja Vodanovic. Maja Vodanovic. C'est qui Maja Vodanovic? Qui est Maja Vodanovic? C'est la responsable du déneigement de l'administration Plante à Montréal. Ah, OK, Maja. C'est elle qui s'occupe des patentes de déneigement et des trottoirs. Présentement, à Montréal, là, c'est un désastre généralisé. Les trottoirs glacés. Ah, mais c'est à cause du réchauffement climatique. C'est vrai. Depuis 13 jours, il y a 1400 personnes qui ont crissé le camp sur le trottoir. Il y a beaucoup de monde qui marche, Christophe. Le monde, il marche, crisse le camp. Ben, ils mettent l'emphase sur les pistes cyclables. Mais ce qui est comique, c'est le côté candide de Mme Maja. C'est le bout que j'ai trouvé le fun. Donc là, finalement, je trouve moins bon ton terme candide pour une élue. Là. Ouais. Elle a avoué elle-même qu'elle a crissé le camp. Non, mais t'as un peu, là.
Si le monde crisse le camp, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai crissé le camp. Oh oui! Comment ça, patente, là? Oh oui, c'est ça. Puis encore plus, elle dit, ben même ma secrétaire a crissé le camp aussi. Oh, Non, ben voyons donc. Tout le monde crisse le camp sur le cul, mais c'est pas grave. C'est des crisseux de camp. Ouais. Tout le monde se casse la gueule sur les trottoirs. Donc, même moi, je me suis cassé la gueule sur le trottoir. On va dire, c'est pas si pire que ça. Là. Appelle-moi son nom à madame. C'est Vodanovic Madja. Ouais. Non, mais c'est incroyable pareil. Tu sais, elle, là, elle voit pas le problème du trottoir glacé. Elle dit, s'il y a 1400 personnes qui se cassent la gueule, ben moi aussi, je me suis cassé la gueule. Puis Pas grave. même ma secrétaire, elle a crissé le camp en terre. Puis, tu veux dire, c'est ce côté-là complètement détaché là, de la patente. Là. Ouais. Elle, le trottoir glissant, là, on dirait que Pas grave. ça ne dérange pas tout. Pas tout. Pour Il elle, y a des rumeurs à Montréal, je ne sais pas si tu as vu, là, mais le Devoir s'est posé la question, est-ce que Montréal devrait continuer à déneiger ses rues? Ouais. J'ai vu ça, moto. Je peux vous dire une affaire. Nashville, Tennessee n'est pas supposé d'avoir un hiver comme ils ont cette année. Là. Nashville, Broadway. Les autres, ça fait... Là, il y a de la pluie qui s'en vient, donc ça va aider. Mais ça fait 10 jours que la ville est paralysée. Là. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence. Là. Parce qu'eux, ils ont des déneigeuses pour les autoroutes, mais ils n'ont pas de déneigeuses assez nombreuses pour faire les rues dans les quartiers. Donc, la ville était impraticable. Tout a été arrêté complètement. Là. Oui. Quand il y a de la neige dans la rue, là, les ambulances ont de la misère, les polices ont de la misère, le monde ne peut plus circuler, la bouffe n'est pas transportée, tu peux pas... il y a vraiment du monde au Devoir qui ont posé la question, est-ce que nous devrions continuer à déneiger les rues à Montréal? Ouais. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Là. Vous voyez bien qu'on est entouré de... On est entouré de ces nouilles. Là. Des nouilles. Des nouilles. Bon, moi, c'est des nouilles. Des nouilles avec du jus de tomate, c'est bon. Mais ça, c'est des dangereux. C'est pire que ça. Là. C'est carrément des dangereux. Là. Une autre affaire dans la boîte pour finir sur le live. On va peut-être poursuivre après ça quelques minutes sur le Prime. Notre ami Jerry dans sa boîte. L'histoire, je ne le connaissais pas. Le chevalier cuivré. Hein? Connais-tu le chevalier cuivré? C'est un poisson. C'est un poisson, ça. C'est un poisson qui... Pas mangeable. Du chevalier cuivré, non, c'est ça. Mais la fin, c'est que le chevalier cuivré, il se promène dans la rivière Richelieu. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le chevalier cuivré? C'est quoi son rôle dans la chaîne? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Mais quand tu le regardes, c'est un beau poisson. Je ne sais pas si tu te dis que c'est pas mangeable. Il est cuivré. Mais j'ai jamais été dans un restaurant puis qui servait du chevalier cuivré. Mais l'affaire, c'est que Northvolt, l'usine à batterie, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pomper de l'eau de la rivière Richelieu. Ils vont avoir besoin d'eau, là. Puis ça peut nuire aux chevaliers cuivrés. Mm-hmm. Ils sont pas sortis du bois. C'est pas fini, cette histoire-là. Là. Les Greens sont après eux autres. Là. Moi, je pense que ça n'arrivera pas. Là. Les histoires d'arbres. Là, il y a du monde qui ont mis Northvolt au Québec, ça n'arrivera pas. Là. Ça va finir qu'on aura perdu 400 millions de dollars. On a racheté un terrain. On va faire un paquet d'affaires, mais ça n'arrivera pas. Là. Premièrement, je veux dire, on voit cet hiver avec les grands froids dans l'Ouest et dans bien des endroits que les voitures électriques, c'est l'enfer. Éric Duhem a dit en fin de semaine, dans une réunion, il y a quelqu'un qui est parti puis s'en allait au chalet où était le lac à l'épaule, que sa voiture c'était une Volkswagen ID4, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'en milieu de chemin, même s'il avait enlevé sa chaufferette, par le froid, la batterie a diminué tellement rapidement qu'il a dû se charger en milieu de chemin. Arrête. Une fois rendu de peine et de misère au chalet où était la réunion, ils ont essayé de charger la voiture et elle ne se rechargeait pas avec l'électricité normale à cause du froid. Ils ont dû amener cette voiture-là quelque part dans un village. Ils l'ont laissée sur une borne. Ça lui a coûté 55 $ pour 200 km charger Et quand il était revenu à la maison, il lui restait que 4% de batterie. Donc, c'est très, très, très dangereux, les chars à batterie pour le climat du Québec. Le climat canadien. Donc, on a la preuve que... Oublie ça, là.
C'est quelque chose qui ira nulle part. Puis on le voit, là, les compagnies diminuent le nombre d'employés dans les usines Ford. Oui. D'ailleurs, le Ford Lightning, je l'ai vu hier au garage, il est disponible. Si vous en voulez, là, il n'y en a pas à peu près. Là. Et là, ils ont diminué la production parce que le marché n'en veut pas. Le marché n'en veut pas. Imaginez-vous, moi, je suis ici dans un marché où il ne fait pas froid, puis que c'est probablement idéal pour ça. Et malgré ça, j'en ai vu 4 dans le cours disponibles à être achetés là. Donc, il n'y a pas d'histoire il manque de production, il y a plus de demandes, les grands constructeurs ne produisent pas assez de voitures. Non. Il y en a trop, puis la vérité, c'est que c'était une belle bebelle, là. C'est bien le fun, c'est bien drôle, mais ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. Mais c'est bizarre pareil que Fitzgibbon dise dans une entrevue qu'il dit si la population ne veut pas du projet, il dit il n'y aura pas de projet. Spécial, ça. Ben, surtout que le terrain est acheté. C'est vraiment spécial. Très spécial. Très, très, très spécial. Hey, plus de Jerry et plus de boîtes, ben Yes. vous devez être sur Prime. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate. Radiopirate.com. Next, Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, grosse semaine, mon ami Régent? Ouais, mettons que c'est ça. Tu t'attends à ce que ça va être bien tranquille. Tu te mets beau pour aller faire. Oups, excuse-moi. Bon, OK. Tu te mets beau pour aller faire Marie-Louise Arsenault. Oui. Tu t'habilles comme un curé parce que Oui. c'est des nouveaux curés. Oui. Et tu t'échappes une petite phrase en apparence banale que je vais te raconter. La source est facile, c'est Serge Fortin. Le caméraman, donc, c'est Jean-Denis Fortin. Qui est le frère à Serge. Qui est le frère à Serge. Mais qui a raconté l'histoire à Serge. Ils sont à Philadelphie. C'est avant le match. Puis Martin Saint-Louis qui a gagné la coupe puis qui s'est battu avec lui là, pour gagner pendant je ne sais pas combien d'années avec John Tortorella. Il rencontre Tortorella. Et curieusement, Tortorella, les médias mainstream lui ont fait une réputation de cochon. Mais je connais pas un joueur qui aime pas Tortorella. Oui. D'accord avec ça. C'est vraiment curieux. Et donc, les deux se rencontrent, puis là, ça jase, puis ils se content des histoires, puis, tu sais, le caméraman est là, Renaud est là. On est à peu près, je sais pas, mettons, la game est à 7h30, il doit être à peu près, donc, 5h15, 5h30. Et là, le caméraman veut prendre des images. Renaud dit, ben, c'est ce qu'il m'a raconté, moi. C'est leur moment, c'est privé, laisse faire. Qui t'a raconté ça, Renaud? Renaud, oui. Oui, parce que Renaud il a dit que tu avais parlé. Oui. Okay. Et donc, et là, à un moment donné, il parle à Chantal Maccabé à peu près quelques minutes plus tard. Elle lui dit, moi, en tout cas, ces images-là, on aurait pu les prendre pour les affaires du Canadien. Puis elle dit, on les passe pas, puis c'est parfait que tu les passes pas. Puis ça reste là. Le caméraman, lui, qui est de la famille Fortin, ça te donne-tu une idée, lui? Oui. Tu vois Tortorella, puis tu vois Martin Saint-Louis, les deux coachs, anciens coéquipiers, guerriers. Ben, si elle a le même ADN que son frère, la première chose qu'il voit, il voit une histoire là, puis il enregistre. Et il y en a une histoire. Ben oui, il y en a une. Voyons. C'est comme Patrick Roy et Martin Saint-Louis s'ils se rencontrent au Centre Bell dans le couloir à 5 heures. Ben oui. Patrick Roy, Mario Tremblay qui se rencontrent sont en train de se faire une colle à l'entrée d'un terrain de golf. Bon, ça devient quelqu'un une histoire. enregistre ça avec un téléphone. Excuse-moi, un inconnu met ça sur les réseaux sociaux, ça devient viral en dedans de 6 heures. Ça veut dire, tu sais, le principe de ce qui s'est passé, moi, que Chantal Maccabé soit intervenue sur le champ, qu'il ait eu le temps d'enregistrer ou pas, le principe de ce que j'expliquais dans les médias, c'est on oublie que l'employeur du caméraman puis l'employeur de Renaud Lavoie, c'est TVA Sport.
le patron de Renault, c'est donc TVA, c'est le téléspectateur. C'est celui qui veut voir l'histoire, qui veut, comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. C'est ça. Donc, le boss, c'est l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur, toujours. Et moi, j'ai grandi, puis j'ai œuvré, puis à peu près vous autres aussi. Le plus grand danger du journalisme, c'est l'autocensure. Oui. Tu finis que tu dis rien pour pas déplaire à personne. Ah ouais. Et à force d'avoir du monde qui ne disent rien, ben ça fait une population qui sait rien. Beige. Puis on se demande qu'est-ce qui se passe présentement au Québec. Ben selon moi, un des problèmes, c'est on vient de perdre le Doc Mayou. Pourquoi que le Doc Mayou, que ça fait tellement réagir? C'est quoi parce que les gens, comme je te disais la semaine passée, parce que les gens savent que quand il y en a un qui part, les gens sont tous auto-censurés, puis du monde de même, il n'y en a plus. C'est ça. Bon, ben là, et je dois dire, évidemment, là, après ça, ben, Renaud Lavoie, qui avait eu une semaine difficile, il faut le dire, avec Gilbert Delorme le matin, quand il a tenté, le Canadien se fait planter 6-1 à Ottawa, qui est un club bien ordinaire. Et l'histoire, c'est que il était fatigué parce que le Canadien avait joué un 2 soirs consécutifs, dont un qui avait fallu traverser la frontière. Excuse-moi, là, la maudite frontière, ça n'a pas changé, par exemple. J'ai traversé ça, moi, avec le Canadien. Tu es dans l'autobus ou tu es dans l'avion. Le douanier arrive, il check, il demande au coach combien de personnes. 38. Il regarde, il compte. Puis il fait à quoi de compter? 38, merci, bonsoir. Fini. Ça ne prend jamais plus que 5 minutes. Et quand tu voyages en jet privé... C'est encore plus vite. Je l'ai fait. Ça m'est arrivé. Tu arrives avec Normand Legault d'Italie. Tu atterris à Granger, en Nouvelle... à Newfoundland, à Terre-Neuve. À Gander. À Gander. Le douanier rentre dans l'avion. Oui. M. Legault, ça prend même pas une minute. Puis tu repars. Fait que, moi, en tout cas, c'est le principe. Le danger, c'est d'avoir zéro distance avec la réalité. Fait que tu dis quoi, toi, à Boston, 9-4, en troisième période? Il était fatigué? Est-ce que Renaud pense vraiment ça? Que les gars étaient fatigués ou bien indirectement? Parce que Renaud dit jamais le Canadien m'a demandé hey, tu devrais pas dire ça de même. Il dit, ils m'ont jamais rien demandé. Sauf que ce qu'on explique, ce que tu disais tantôt, l'autocensure. C'est qu'en dedans de lui, c'est pas contre Renaud que je parle, là. Je suis capable de dire à lui, là. Non, mais je l'adore, Renaud, moi. Renaud, c'est un bon diable, là. C'est juste que quand tu travailles, oui, pour TVA, mais que tu sais que tu es relié, que tu es un partenaire du Canadien, je sais que dans ta tête, tu penses que tu es capable de dire tout, mais il y a un filtre qui s'installe sans que tu t'en rendes compte. Exactement. Il y a une censure parce que tu dis, je suis partenaire. Il y a de là, la décision de ne pas filmer ça. Tu sais, je veux dire, voyons, parce que ça marche pas, ça, là. Voyons, moi, c'est drôle. Moi, on n'est pas fait pareil. Moi, je suis plus cowboy que ça. Moi, je dis au gars, j'y crisse un coup au caméraman, je dis, tu t'enregistres ça au plus sacrant, tu l'as-tu. C'est un beau moment, en plus. Il n'y a rien de mal. Il n'y a absolument rien de mal. C'est human. C'est ça que les gens veulent voir, du human. Ben oui. Tu sais, la meilleure... Mais juste pour dire, tu sais, Martin Saint-Louis, il a fait ses grosses saisons. Il y avait Tortorella comme coach. Ben oui. Et Tortorella l'adore. Puis lui, il adore Tortorella. Et les deux se retrouvent. Ben c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Et là, ça devient une grosse affaire. Et puis là... Moi, le meilleur de tous, le meilleur, c'est David Garrel, le propriétaire, qui, je pense, travaille également au fédéral comme fonctionnaire. Il demeure à Greenfield Park. Hockey 30. Et lui, Régent Tremblay ruine la carrière de Chantal Maccabé. Voyons donc, c'est quoi? Mais Hockey 30, là, ils font ça. C'est juste, c'est pas sérieux. Ouais, mais hey, on dit que c'est entre 500 et 600 000 par année de revenus. Quand même. C'est ça. C'est pas plus. Ouais. Non, c'est une business le fun.
Ouais. Sauf mais que, bref. Tu sais, je sais pas, là, mais j'ai pas compris le bout de GC puis de Renault. Là. C'est un mensonge, puis... Vraiment, il n'y a pas de mensonge nulle part, là. Moi, je n'ai pas senti de mensonge. J'ai peut-être une mauvaise interprétation. Mais je dis, en bout de ligne, on l'a pas vu, OK? C'est puis, tout. En bout de ligne, on l'a pas vu, puis dans un monde normal, on devrait le voir. C'est tout. En tout cas, mais comment je te dirais ça? Il y a des moyens signaux qui sont envoyés présentement. La semaine passée, quand on a fait l'émission, Chaumont, je ne le savais pas encore. Ça n'avait pas été annoncé. Mais tu réalises-tu que le journaliste du Journal de Montréal, Godby du journal, tu sais quoi comme job, ça? Qui décide, qui s'en va pour travailler pour la Ligue nationale directement pour pouvoir mieux faire son métier. Explique-moi-là. Ben non, c'est ça. Ben non, il va faire des publi-reportages pour la NHL. C'est pas la même. Il va faire des publi-reportages. Sais-tu quoi? C'est correct, là. Il doit faire ce qu'il veut, là. Non. Puis mais j'ai parlé à Chaumont. Moi. Chaumont, il est écœuré de ne pas avoir accès aux joueurs. Il est écœuré de ne pas pouvoir faire des entrevues human. Ben oui. Tu sais, les gars, là, by the way, là, à peu près les seules connaissances que tu as des individus que tu applaudis maintenant avec les Canadiens, il faut que tu ailles sur le site du Canadien pour savoir de quoi. C'est sans farce, là. Oui, c'est ça. Suzuki, on l'a appris un petit peu. Caulfield. Toutes ces affaires-là, ça marche pas. Puis je vais te montrer pourquoi ça marche pas. Tu l'as vu, là. OK? Bon, moi, j'étais un peu tanné là, de Taylor Swift, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi, ce que je pense. OK? Check ce que la NFL a réussi à faire. Les images de Jason Kelce, le frère, qui prend sa retraite des Eagles, qui est probablement le gars le plus sympathique de la Ligue, puis qui l'était avant que son frère sorte avec Taylor Swift. C'est juste que là, maintenant, on le voit plus, puis la caméra est plus dessus. Du week-end, là, ce qui circule là, sur tous les réseaux sociaux, c'est pas une passe manquée de Josh Allen que Diggs n'a pas pogné. C'est pas... c'est même pas un jeu. C'est Jason Kelce en bedaine qui pogne des jeunes enfants dans la foule, qui les amène dans la loge pour leur faire rencontrer Taylor Swift. Oui, monsieur. Mais sacrément, si on comprend pas c'est quoi vendre une ligue, après avoir vu ça, t'as pas d'affaire dans la ligue goûter, là. C'est ça qui est vendeur. C'est pour ça qu'on avait hâte que la presse arrive à l'épicerie. Pour savoir les histoires. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pour connaître la fleur, pour connaître Patrick Roy. Pourquoi Patrick Roy est si aimé? Parce qu'on connaît sa vie. On le connaît. Ben oui. Bon. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait... Il n'y a jamais personne qui a dit que Patrick Roy est parfait. Non. Ben, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime de voir que nos vedettes sont imparfaits. Penses-tu que Guy Lafleur était parfait? Mais c'est zéro parfait. Mais c'est quoi? Le monde le savait. Ben, Guy a ses défauts, mais il est au bout. That's it. Bon, ben c'est ça que j'ai pas aimé. La discussion entre JC puis Renault. Puis si Renault, à un moment donné, j'y parle, moi, il dit aussi, parce qu'on s'est parlé de temps en temps sur quelque chose, moi, il dit, vous avez manqué une occasion de jaser de ce qu'on vient de jaser là. C'est-à-dire que ce côté human-là, c'est ça qui manque maintenant. Moi, je pense que c'est une méga erreur de ne pas avoir pris... C'est ça qu'on veut voir, deux gars qui s'aiment. On s'entend que Martin Saint-Louis, ce coach-là n'est pas là. Il aurait pogné un autre coach qui aurait voulu l'embarquer dans une patente, dans un système, il n'aurait pas joué de même. Ben, Huberdeau. Bon, ben voilà. Mais imagine-toi un gars de 5 et 7. Si le coach n'est pas spécial d'embarquer ce gars-là, qui n'a pas été repêché ou je ne sais pas trop quoi, qui a une histoire incroyable, s'il n'y a pas un coach qui donne... C'est toute la confiance, en passant, dans tous les sports du monde. Si Martin Saint-Louis, s'il est où il est en ce moment, c'est en grande partie à cause de John Tortorella, OK? That's it, là. Il aurait pu être avec le Lightning, avec un autre coach qui a une autre vision, un système de jeu fermé, puis là, tu vas faire ci. Puis finalement, sa carrière, après 3 ans, ça finit. Ça remonte en Europe. Penses-tu que Caulfield n'est pas choyé d'avoir Martin Saint-Louis comme coach? Ben, c'est sûr. Il parlait des joueurs un peu alentour, là, mais...
Bon, oui, mais tu sais, je veux dire... Mais oui. Martin comprend ce que Caulfield est parce qu'il a été Caulfield. Exactement. Exact. Puis il est patient, puis il laisse aller à l'attaque, puis by the way, il est pas mal moins bon que Martin Saint-Louis sur l'ensemble de la patinoire, par exemple. Oui. Mais Martin Saint-Louis avait... Mais hey, Martin, il y avait aussi Vincent Lecavalier. Oui, c'est ça. Il est bon, mais c'est pas Vincent Lecavalier, là. Non, c'est ça. Okay, Caulfield mêlé avec les Panthers, d'après moi, il est rendu à 28 buts, là, comme Reinhart. Oui, parce que sais-tu quoi? Ils nettoient eux autres là devant du. Ah oui, Barkov fait des passes sur le tape. Vois-tu Barkov nourrir Caulfield? Wow! C'est ça l'enfer. Mais c'est ça qu'on veut voir. Moi je suis rendu avec. Canadien est rendu maintenant ma 4e équipe. Parce que Islanders est rendu 2e ou 3e? Les Saguenayens premier. OK. Oui, ils ont ça tough. Ils ont une tough saison difficile. Mais Saguenayens premier. Bâtisse pour les 2 prochaines saisons. Oui, ben c'est pas grave, ça. La Ligue junior, tu te refais. Ouais, donc, la reconstruction ne dure jamais plus que 4 ans. Oui. Canadien premier. Oui. Maintenant, je dirais que les Islanders 2e. Ah! OK. Oui, à matin, j'étais sûr qu'il avait joué contre Vegas hier soir. Non, je suis réveillé à 6h20, je prends le téléphone, va checker. Puis c'est ce soir qu'il joue. Oui, c'est ça. Puis, mais là, je suis inquiet pour Ottawa. Ottawa n'a pas joué hier soir. Jerry? Non. Ottawa ne pense pas. Parce que Canadien, si Canadien a l'excuse de la fatigue, ça serait bon que l'autre équipe arrive fatiguée. Ça nous aide. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Moi, je suis rendu que je surveille ça maintenant. Non, ils n'ont pas joué hier à Ottawa. Ils n'ont pas joué hier à Ottawa. Oh, ils n'ont pas d'excuse. Donc, Panthers, maintenant, est descendu 3e. Non, t'exagères. Non, après ça, c'est Canadien. Ouais, mais c'est Casso. Tu sais quoi, Casso? Non, moi, je l'ai dit hier, ne me croyait pas, là, mais je le dis encore. Moi, il me restait peut-être un bout de flamme, gros comme rien. Tu sais, comme la fin d'une bonbonne de propane sur le barbecue. Quand tu commences à rentrer à 11h30 et tu t'ennuies en rentrant à 11h30. Oui. Oui. C'est ça. Mais il reste plus de flamme. On a eu trop d'occasions de l'engager, puis on a passé à côté. Puis là, finalement, les Islanders l'ont pris. Ben, regarde, on va prendre pour les Islanders avant le Canadien. Ben, moi, c'est ça. Puis t'es en Floride. Les Panthers, là, c'est pas vrai que c'est devenu un club. En Floride, les Panthers, les 2 dernières années leur ont permis de prendre une place. Je te dis pas que c'est gros, c'est pas les Dolphins, là. Mais les Panthers, c'est pas une risée. Ils sont redevenus ce qu'étaient les Panthers au Miami Arena. Quand il a commencé. Ouais. Dans la 8e avenue, hein? Exact. Ouais. Moi, j'ai vu peut-être une quarantaine de games dans le Miami Arena avec Scrudlund, puis Mellenby, puis toute cette affaire-là, Van Brisbrook. Il y avait quelque chose de gros. Par après, il est arrivé sur de propriétaires qui ont fucké à patente. Mais là, ils sont de retour. Mais, ils se battent tellement contre les Rangers, contre les Islanders, puis d'une certaine mesure, même les Bruins, parce que, comme tu te promènes ici. Moi, j'arrive chez le barbier samedi. À côté de moi, il y a 2 personnes qui ne se connaissent pas. Ils ont chacun un chandail des Rangers sur le dos. Ah ben, il y en a. La pandémie a fait... Pourquoi tu penses que le marché immobilier en Floride a explosé à ce point-là? Oui. C'est parce que les gens des... Puis le marché de Long Island, c'est un gros... Tu connais plus que moi, là. C'est un gros marché de hockey. Gros marché. Gros. Et, tu sais, toute l'époque de Bossy, puis de Trottier, puis de Goring, puis toute ce gang-là, puis de All Harbor, a tellement laissé... Tu sais, c'est une dynastie. C'est une dynastie. Oui, c'est une dynastie. Ils sont encore là-dessus. Moi, je vais te dire de quoi, là. Patrick Roy, ça va être... C'est malheureux, là. Mais moi, je pense que Patrick Roy ne repartira jamais de Long Island. Même quand il va être retraité, ça va être comme un genre de Mario Lemieux. Oui, il va rester dans la communauté. Ça me fait... Oui, tu as raison. Mais l'autre point... Ils vont l'adorer. L'autre affaire, c'est... faut qu'il fasse les séries. Et ça, c'est un moyen de challenge. Mais deuxièmement, mettons Lou Lamoriello, il y a 81. Bon, s'il était dans les médias, il pourrait dire, je me rends à 90. Mais avec le... Dans le hockey, Lou Lamoriello, avec ce que ça demande, les meetings, les... Hey, ça faut-tu être... Il y a quelque chose d'admirable. Tu es au courant des détails. Casso est en Floride. Lamoriello, il dit, je veux te parler. Il se fixe à 1 heure de rendez-vous. Il prend l'avion et descend en Floride.
Va jaser avec Patrick en Floride. Oui. Bien, il faut dire que 3 aéroports, probablement pour West Palm, 30 vols quasiment dans la journée, 40 vols par jour direct. De New York, oui. De New York, donc pas compliqué. Au pire, aller jet privé, on descend. Probablement jet privé, d'ailleurs. Oui. Ouais, donc, est-ce que. Donc, Casso est là, il joue probablement au golf avec Mario, c'est ça qui est bizarre. Là, on dit, hein, Mario puis Patrick, ils sont pas de chum tant que ça. Bon, le temps arrange les choses. Là, ils se donnent rendez-vous, ils vont souper, puis ils disent, tu sais, moi, ils pensaient de mon bord, pensez de ton bord. Ils ont probablement convenu de quelques chiffres, de quelques conditions. Voir si les deux, ça avait cliqué. Ils retournent à New York. 2 jours après, ils appellent, puis ils disent, moi, de mon côté, ça marche, toi. Ça se règle. C'est comme ça que ça fait, les affaires. C'est des contacts humains. Ouais. Tu vas chercher Patrick Roy parce que tu es capable d'avoir un contact humain avec lui. Pourquoi Kent Hughes est allé chercher Martin Saint-Louis, qui n'avait jamais coaché plus fort que Bantam? Oui. Il y a un lien. Le point de l'Est hier est bon. Si tu as été capable d'endurer Pat Burns comme DG, tu vas faire avec Patrick. Nous. Ça va faire. Si t'es capable, si t'es assez fort d'être avec Pat Burns, Pat, c'était pas. Oui, il n'était pas facile à vivre, Pat. Pas facile, là. Non, vraiment pas facile. Ben, si t'as été capable de dealer avec ça, tu es capable de dealer avec Pat Roy, là, avec son caractère. Mais d'ailleurs, Pat Burns a eu du succès avec des directeurs généraux capables de l'endurer pendant 3 ans. Serge Savard à Montréal, là, le nombre de fois que. Moi, tu vois des scènes dans la vie que je ne l'ai même pas mis dans l'ancien compte, celle-là. Colin, je m'en veux encore. Je suis dans le forum. Il y avait le bureau du coach, puis devant le bureau du coach, il y avait un corridor qui allait du vestiaire jusqu'à la sortie. Je sors, je m'en vais pour sortir. La pratique est finie, j'ai fait mes entrevues. La porte de Pat est ouverte. Ils n'ont jamais vu un coach fermer la porte. Fait que la porte était ouverte. Puis là, tu regardes dans le bureau. À droite, c'est le bureau de Pat. Puis à gauche, tu as un mur. John Cordick est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, Cordick, là, je dis, hey, le ton monte. Attends. Moi, je me suis arrêté. J'essaie de me faire discret, mais je veux voir. Puis écoutez, je suis payé pour ça. Oui. À un moment donné, ça avait l'air bang. Je voyais, tu sais, les gros cendriers dans le temps, là, bruns, oui. là, en vite. Oui, mais Pat Burns, c'est un lanceur de cendrier. Là. Ah, mais en tout cas, moi, je n'ai vu un. Un cendrier sur le mur. L'autre qui dit, Are you crazy? Puis là, il dit, on peut sortir dehors. Puis là, Pat Burns, il dit, ouais, on va sortir dehors, mais là, tu n'auras pas un juge de ligne qui m'arrêter. Wow! Oh, Christophe. Ils auraient été bons dans l'ancien compte, ça. Oui, hier, on jasait. Je veux savoir ton. Oui. Tu sais, moi, ce que. Premièrement, quand j'ai entendu l'histoire de Patrick Roy, je me suis dit, quand j'ai vu l'image, comme on est maintenant douteux de tout sur le web avec toutes les affaires de. Oui, parce que tu sais jamais. J'ai aucun rang de ce monde. Donc là, je croyais pas. Donc les premières secondes, j'ai pas cru. Par après, mon émotion a été bizarre. J'ai été comme fâché. Comment ça fait que le Canadien a dormi tant que ça? Ben voilà. Bon. Je suis revenu à Jeff Molson. Je suis revenu, j'ai fait le tour de la patente. Puis, je pense qu'on est parti dans une spirale où cette organisation-là ne sera jamais de retour. Et ça a commencé. J'ai pensé que ça a commencé quand Mario Tremblay a regardé de travers et il n'a pas sorti Patrick Roy avant, quand il se faisait démolir par, je pense que c'était les Red Wings. Oui. Puis que Roy a dit jamais m'a faire humilier de même, puis il a dit à Ronald Coré, je sors d'ici. Mais hier, les boys m'ont dit non, ça a sorti quelques semaines avant, puis c'est vrai. Je me rappelle où j'étais dans le char à Québec, je me rappelle j'étais dans le vieux Québec. Serge Savard et Jacques Demers remplacés par Pinot et Mario. That's it. C'est mort là. La fin du Canadien, c'est là. Parce que le reste a suivi. L'échange. Tu sais, échanger Patrick Roy, t'as comme fourré à patente. Ah non, mais hey, Jeff, t'as fait des business dans ta vie, toi? Oui. Bon, mais il dit ça en arrière du banc. Penses-tu que tu as une caméra assez précise pour qu'on puisse lire sur les lèvres de Casso ce qu'il dit? Je l'ai vu 100 fois, ces images-là. Oui. Tout de suite après, là, Ronald Coré il sort et il dit à Pinot, fais-nous venir du Dunkin' Donut puis du Tim Horton dans mon bureau, là, tout de suite après la game. Appelle Pierre Lacroix. Bingo. Puis
dans le bureau de Ronald Coré à 11h30 le soir. Il y a Mario, il y a Pinot, Lacroix, puis Patrick Roy, à peu près ça. On arrange ça. Oui, monsieur. Oui. Puis, moi, je pense que le curse, c'est là. C'est là. Puis on ne s'enlèvera pas de ça. Parce que là, la boucle a été bouclée là. Combien de fois on a eu l'occasion d'engager ce Christy de winner-là? Ben, au moins 3-4 fois. Bon. Puis, je vais te dire une affaire, l'autre gang aussi, là, quand Ottawa se demandera pourquoi l'équipe est déménagée, là, ben c'est là que ça s'est passé aussi. Patrick Roy aurait eu des impacts sur l'histoire de 2 clubs importants au Canada. Là. By the way, les Remparts de Québec, il y a eu un impact pas pire aussi. Hein? Ben voyons. Ben, Coupe Memorial, 5-0 contre Thunderbird. By the way, là, M. Osler, comment ça s'appelle, donc? Géré, Osler, Handler. Le propriétaire d'Ottawa. Ouais. Qui est probablement de la même trempe. Non, mais lui, il était copropriétaire du Canadien. Ben, il a la même maladie que Jeff Molson. Faut être, pas capable de l'idée. C'est ça. Je pense même que Jeff Molson est meilleur que lui. Et Jeff Molson, ça a l'air que c'est un bon gars. Tu le connais plus que moi. Ça a l'air que c'est un super bon Jack. Là. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'à un moment donné, ça prend du monde qui prennent le lead puis qui sont des vrais de vrais. Là. Oui, mais mets-toi à la place de Jeff Molson. Il peut quand même pas tasser Kent Hughes. Penses-tu que Casso, il est bien prêt à travailler pour Lou Lamoriello, là? Mais comme coach, penses-tu que le directeur général du Canadien, c'est qui le vrai directeur général du Canadien? Jeff Gorton? Voyons donc. C'est lui qui est vice-président des opérations de hockey. L'autre est directeur général. Le directeur général, il se rapporte à qui? Ben oui. Ben, ça, ces structures-là, j'ai toujours de la misère. Non, mais c'est parce qu'il avait promis que le directeur général parlerait français. OK. Il n'avait pas parlé du vice-président. OK. Puis le vice-président, il était où avant que les Rangers? Oui. Un ami de qui? De Jeff de Bettman, Gary Bettman. Oui. C'est Bettman qui a pris le téléphone. Non, je veux pas. Soyons précis. C'est Bettman qui a mis en contact, qui a suggéré que Jeff Gorton pourrait faire un très bon homme. Bettman, il y avait 2 hommes à placer chez Rangers. Est-ce que tu crois... Le gros Davidson. Ah oui, j'ai plus le droit de dire ça, c'est woke, ça. Non, ça, c'est pas... L'ancien gardien, là. John Davidson. John Davidson. Donc, John Davidson est président à Columbus. Oui. Mais à ce moment-là, il est avec les Rangers. Oui, mais ils ont perdu le job avec les Rangers. Oui, c'est ça, exact. Sur une histoire... Une niaiserie. Oui. Une Christie niaiserie. Tu perds un des meilleurs, tu perds un des grands. Ça, c'est une autre affaire, ça. Un peu à la Serge Savard, puis c'est pour une niaiserie de même. Voyons, sacrément, calmez-vous les nerfs, là. C'est John Davidson. Un Hall of Famer. Et est-ce que tu sais, parce que hier, je disais dans la discussion, pourquoi les Lions de Détroit sont là, c'est pas un hasard. Dans la famille Ford, il y avait une couple de losers, d'héritiers qui ont scrapé à patente pendant les 20 dernières... Après Barry Sanders, là, le gars qui était là puis qui chicanait avec sa femme puis que ça a fait plein d'affaires. À Détroit, si vous êtes là, tout ça a été suivi, c'était un roman. Là. Pendant ce temps-là, il n'était pas en train de s'occuper de son club. Là, la Madame Ford qui est là, je ne me rappelle pas de son nom, là. Il y a des bannières puis pas des bannières faites par le club, des bannières faites par le monde parce que le monde sont contents que ce soit elle. Parce qu'elle, depuis 2020, la Madame Alpha, là, m'a dit de quoi elle gère la patente. Puis elle est focus, puis elle non, elle n'est pas dérangée par rien. C'est une vraie de vraie leader. Des fois, dans les héritiers, il en arrive des vrais. Là. Elle, c'est une vraie. Donc, toi, là, tu n'as vu 1 puis 2. Là. Les propriétaires, là, c'est pas juste du monde qui achète un club. Là. Ça a un impact sur tout le reste, ça, là. Ben oui, mais le propriétaire, c'est lui qui donne la pensée. Rappelle-toi les Flyers de Philadelphie, Ed Snyder. Oui. T'es pas reposant, ça, Ed Snyder. Là. Ben, l'équipe était à son image. Ben, puis, sais-tu quoi? Puis son fils était moins fort que lui. Puis finalement, ils ont été obligés de sortir du club. Comment ça se fait que Wayne Gretzky s'est retrouvé à Los Angeles? À Los Angeles. À cause de Bruce McNall. Bruce McNall, qui rêvait d'Hollywood, puis qui avait racheté ça, je pense, du Dr. Bush, Jerry Bush. Puis les Kings, aujourd'hui, sont les Kings, puis c'est une organisation qui est une des plus prestigieuses de la Ligue à cause de McNall. À cause de McNall, qui, lui, s'est retrouvé en prison.
Oui. Pour avoir fraudé, c'est quoi? Donc, je ne sais pas trop. Processus fiscal ou je ne sais pas trop quoi. Là. Mais tu sais, des propriétaires. Penses-tu que. Comment il s'appelle à Boston, celui qui a eu Québec, là? Jeremy Jacobs. Jeremy Jacobs. La famille Jacobs à Boston, là. Explique-moi donc comment ça se fait qu'ils gagnent tout le temps. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un en haut qui dit qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Mais non, ils ont peur du propriétaire. Puis ça devient une façon. Tu sais, un jour, là, je sais pas, mais que Bergeron sera à Québec, là, tu sais, s'installer dans un podcast, 1 heure, là, que Patrice raconter, c'est qui pèse sur les gars. Comment ça se fait que les gars à Boston, comment ça se fait que ça lève jamais le pied? Oui. Parce qu'on va se le dire, ils ont une équipe correcte, là. Mais là, on pensait qu'avec un leader qui est débarqué, on pensait qu'il allait avoir un petit. Non, mais en tout quelque chose, là. Ça fait plusieurs années, ça fait au moins 3 ans qu'on les choisit en dehors des séries. Oui. Hey, ils perdent des gars, ils perdent Chara, ils en perdent. Comment ça se fait qu'ils gagnent tout le temps pareil? Il y a le B. Le B veut dire quelque chose. Le B veut dire quelque chose. Quand tu es un jeune joueur puis tu arrives à Boston. Comme le CH voulait dire quelque chose? Non, oui. Mais, puis à Buffalo, dans le temps des frères Knox, les Sabres, là, dans les années 75, 80, 80, les Sabres de Buffalo, ça voulait dire quelque chose. C'était fort. Parce que, tu rentrais à Buffalo, ils étaient là, les deux frères, les deux propriétaires. Moi, le Canadien, là, quand j'ai commencé sur le Canadien, ça fait longtemps, là, mais quand même, ça ne change pas, ça. Les deux frères Bronfman, Eddie et Peter, c'était des cousins de Charles Bronfman. Ça s'appelait Placement La Rondelle, Arena Bancorp. Jerry va tout trouver ça, tu vas trouver ça bien vite. C'est quoi? Il y en a un, Eddie, il l'appelait Crazy Eddie. Mais l'autre, Peter Bronfman, là, je peux t'annoncer que ça avait le corps raide en maudit, ça. Et comme par hasard, je veux dire, les Coupes Stanley du Canadien dans ces grandes années-là, c'était les Bronfman qui étaient propriétaires. Charles Bronfman, avec les Expos, ça avait-tu de l'allure? Ben, ça n'avait pas d'allure. C'était assez douette. C'était droite, ça marchait à droite. Il avait toujours ça. des chances. Oui. Puis il était au camp d'entraînement. Puis il était avec Buck Rogers. Puis il était avec Jim Fanning. Puis les Expos, c'était important. Là, on a nommé, nos amis québécois sont arrivés. Entre toi et moi, là, ça faisait-tu un leadership bien fort? Non. Mais il y a ses défauts, Marcel Aubu. Mais avec les Nordiques, là, ça marchait-tu en calvaise? Tu sais, je veux dire, le club, là, oui, ils ont eu des années de misère après le départ de Stachny et de Hunter, mais ils les avaient toujours bien reconstruits avec l'aide de Maurice Filion et de Pierre Pagé, qui sont allés gagner la Coupe en quittant Québec. Oui. C'est ça des... On n'a plus de fierté. Ouais. Le Canadien n'a plus de fierté. L'ennemi numéro 1 du CH, l'ennemi historique du Canadien de Montréal, c'est les Bruins de Boston. On se fait laver comme Boston, puis on rentre la queue entre les deux jambes comme d'une équipe de marde. Dans les 15 derniers matchs du Canadien contre Boston, on a 14 défaites. Puis on se fait déciboirette les games. On n'a plus de fierté de rien. C'est ça le Canadien. Oui, mais ça va à l'image de la ville, ça va à l'image de la province. Je suis obligé de te dire aussi, il y a un lien aussi avec ça direct. Là. Ben, t'arrives en Floride d'habitude, là. Puis je veux pas, parce que les woke, la Floride, c'est tellement terrible. Je disais mon vieux chum, Jacques Thériault. Non, les Jacques. Oh oui, c'est ma gauche favorite. Oh. Et c'est bol. Il est même pas gauche. Il est sur le bord du communisme. Mais Jacques, Jacques, il t'a fait une tartine l'autre fois sur Facebook, sur la Floride, l'avortement interdit, les tueurs à tous les coins de rue. T'es pas fait tirer souvent, toi, là? J'ai vu mes premiers guns en Floride en fin de semaine, j'allais à la chasse. Bon, j'avais un AK-47 et un AK-74. Le gun, d'habitude, il est dans le coffre du char, c'est tout. Oui. Dans le coffre à gants. Donc, ce que je veux dire... Puis moi, parle-moi pas là-dessus, parce que... non, mais... regardez comment on est mené, j'aimerais ça d'en avoir au Canada, des guns. Là. Mais, oui, c'est plus sûr que la police. Oui, c'est plus sûr. Est-ce que... Bon, c'est...
Ah, c'est une sonnette bizarre, ça. C'est Zach avec... Il y a une sonnette spéciale, Zach. Oui, Zach, c'est pas pareil. Donc, ce que je veux dire, quand tu arrives en Floride, es-tu d'accord qu'après 3 heures, tu te dis, coudonc, ce que c'est que j'ai de changer? Mais ça fait qu'il y a comme un poids qui te débarque de ses épaules. C'est-tu vrai ou bien j'exagère? J'ai un feeling de liberté. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air. Je suis en auto et je traverse les douanes et j'ai un feeling de liberté à fucking Champlain. Pas normal. Là. Il y a un McDo puis il y a une station-service. Eh bien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que tu veux que je te dise. Et je ne le sais pas. La pression sociale qui est exercée sur les Québécois, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Parce que collectivement, on n'a plus le goût de gagner et de faire les sacrifices puis de faire ce que ça prend pour gagner. Collectivement, on n'a plus ça. Puis quand quelqu'un veut gagner, on l'étiquette de loser. On fait l'inverse. Je ne comprends pas celle-là, moi, là. Quand quelqu'un n'accepte pas la défaite et le chaos, il est vu comme quelqu'un contre la nation. Donc, la nation se plaît à perdre. Ça ne peut pas faire autrement que de se ramasser avec le club de soccer, avec le club de hockey, avec c'est ça la grandeur. Gagner, là, c'est une atmosphère. On en a parlé 1000 fois. Une ville de parlé 1000 fois. Oui, 70, 80, 90. La différence, c'est elle. C'est que les gagnants, les gens de caractère, les gens qui avaient... Penses-tu que Pat Burns peut être un coach au Québec aujourd'hui? Ben non, il est mal engueulé, il sac. Puis, bon, voilà. Chris, la minute que quelqu'un se lève un peu, puis ça brasse, ça sort un peu, puis c'est pas trop beige, hey, cette personne-là est démolie. Shane Corson, qui mange de la marde en pleine... Ben oui. Imagine-toi, il arrive une affaire de même, ça demande à le canceller, faut qu'il soit congédié, on ne parle pas de même à un joueur. Puis ça... Faut qu'il pleure. S'il pleure, il est correct. Ah, s'il pleure, il est correct. C'est capoté pareil. En tout cas. OK. Salut, bang. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg est avec nous autres, c'est le fun. Reg, donc, vous pouvez le lire à tous les jours sur le site du 91.9. Voilà, OK, on revient dans un instant sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. On est avec Alex, notre pirate geek. Alex a été salué. Moi, je parle de quelque chose avant qu'on tombe dans ta liste. J'en ai parlé sur le Prime avec notre ami Jerry et Mr. White. Mais je ne sais pas si tu as vu les villes qui ont acheté du stock. Il y a des villes qui achètent plus de stock que d'autres sur Amazon. Ils font des commandes, probablement de la papeterie, des patentes, je sais pas. Oh, oui. Et là, ben, il y a du monde qui pogne les nerfs après ça. Ça n'a pas de bon sens, puis il faut encourager les achats locaux, puis là, comme Jerry dit, ben, là-dedans, il y a un fondement, à ça, il y a une réflexion philosophique à faire. Je veux dire, lui, il le fait lui-même. Il dit, on magasine nos affaires, puis quand ça a un prix, une money talk, c'est le prix qui décide. Si tu as un prix, mettons, de 200$ pour une bebelle locale, puis tu vas sur Amazon, puis tu l'as à 100$, et que tu dépenses l'argent du monde dans une ville, tu ne veux pas overpayer pour quelque chose. Tu veux payer le juste prix. Donc, c'est beau le local, jusqu'au temps où ce que les prix ont de l'allure. Mais ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est qu'on est encore là dans le débat de l'histoire de Amazon. On n'a pas compris que c'est installé pour probablement les 40-50 prochaines années, que c'est un rouleau compresseur, puis que c'est installé, puis en plus que pendant la COVID, on a donné les habitudes aux Québécois qui habituellement sur la techno sont un peu plus slow que les autres pour adopter une nouvelle patente. Et là, bon, on les a poussés pendant la COVID à commander par Amazon ou d'autres sources. Là, aujourd'hui, ils sont addicts un peu à cette manière-là de magasiner. De ce que je peux voir, les magasins tirent leur épingle pareil. Là, mais on est encore
à expliquer que Amazon est là pour rester, que ça fait partie. C'est des gens qui bâtissent des gros entrepôts, ils ont des livreurs, il y a des jobs de reliés à ça aussi, autant que dans la petite boutique locale. Puis par après, de se rappeler que Amazon, c'est pas Amazon, c'est des... Oui, Amazon vend du stock, mais ce sont des centaines de milliers de boutiques, donc de parties, dont des Québécois. On est encore là. C'est un peu surprenant de voir qu'on est encore en train de se questionner ces mêmes affaires qu'on faisait il y a 4 ans où on est arrivé avec le fameux panier bleu, là, la cochonnerie. Criff! Ouais. Ben, c'est le don, man. Écoute, c'est vraiment juste ça que je peux voir. On est émotionnel, on ne l'a pas inventé, donc c'est pas aussi bon que ça pourrait être. Mais au lieu de se dire, Amazon fait de quoi que nous, on ne pourrait pas faire. Ils ont scalé up une infrastructure, de la robotique, une gestion d'inventaire, une gestion de commandes qui est à la fine pointe. On ne peut pas arriver et dire, on va faire le panier bleu, ça va aller aussi bien, là. Panier bleu, là, c'est un catalogue en ligne. Là. C'est la distribution consommateur version 2022. Là. C'est juste ça. Là, puis encore là, c'était pas écœurant parce que la plupart des gens qui sont là-dessus disent que ça coûte trop cher en termes de frais. Parce qu'évidemment, c'est mal géré et compagnie. C'est pas une infrastructure aussi performante que Amazon. Fait que c'est pour avoir ton produit là-dessus puis avoir le dit free shipping. Je pense que c'est une affaire comme 80-90$ minimum, même si les boutiques pouvaient le faire à 50$. Ben, pas dans ce site-là. Fait que c'est plein de contraintes bizarres. T'sais. Mais comme tu dis, Amazon, ils ont fait l'infrastructure. C'est comme si tu dirais, moi, demain matin, je veux faire des autoroutes. Non, les autoroutes sont là. Tu roules dessus, tu prends ton stock, tu vas sur l'autoroute. Ben, l'autoroute, c'est Amazon. Maintenant, utilise-le. Il y a une section Amazon panier bleu, hein, je ne sais pas si tu savais, là, avec des créateurs du Québec qui vendent très bien leurs produits sur Amazon. Donc, à ce moment-là, ils ont compris, ils ont dit, écoute, on va mettre nos produits là-dessus parce qu'il y a une section dédiée pour nous. Et en plus, ben, on profite de l'infrastructure d'Amazon. Donc, les commandes qui passent sont effectivement faites et sont envoyées très rapidement. Donc, parfait, utilisons-le. C'est quoi le problème? Mais non, mais là, t'as peu, là, c'est quand on parle de gens qui sont... C'est ce que j'ai lu un matin, là, un gars des entreprises indépendantes. Le gars, il est dans le commerce. Puis il y a encore ce discours-là. Alors, comme tu dis, tout est monté. Tu n'as même pu à t'occuper de ça. Avant, là, c'était un aria là, de partir et de dire « Hey, je me pars un site transactionnel, je suis une petite boutique, j'ai pas les moyens, etc. » Là, maintenant, là, oui, il y en a qui vont dire « Ah, c'est peut-être 25% donné à Amazon. » Oui, mais dire, sur ton prix, si tu n'es pas capable de vendre puis de dire « Regarde, imagine-toi l'investissement que tu aurais à faire. Probablement que c'est bien plus que 25% sur ce que tu vendrais si tu avais à tout bâtir ce qu'eux ont bâti. » Dans les faits, c'est pas dispendieux pour une solution qui était toute donnée et qui te permet de sortir du stock de ton entrepôt, de ton garage, je ne sais pas comment, mais c'est extraordinaire. Mais d'être obligé de vendre ça encore aujourd'hui, je trouve ça... Des fois, soit qu'on... Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous montre dans les médias, c'est la réalité des gens qui nous entourent. Mais si c'est ça, là... excuse-moi, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Si on ne comprend pas ce principe-là, on est encore en train de se refermer sur nous-mêmes. Puis le but ultime, je sais c'est quoi, là? C'est là, on veut une loi qui va empêcher les villes d'acheter sur Amazon. Ben oui, c'est ça. Sauf que, attends, 2 points là-dessus. Le premier, là, c'est les journalistes ne comprennent pas les différents systèmes que tu peux avoir en place. Comme tu dis, tu peux le faire toi-même au complet. Donc, tu prends ton temps, tu prends tes mains, tu fais ton emballage, ton shipping, tu vas porter ça chez Post Canada ou tes appels ou peu importe. Ou tu peux prendre une compagnie qui fait ton fulfillment. Donc, s'occupe de ça pour toi. Tu leur envoies ton stock dans des grosses boîtes, puis eux, ils vont recevoir tes commandes, puis ils vont les préparer puis les envoyer. Ou bien, tu laisses Amazon faire la même chose. La différence, c'est qu'au lieu d'envoyer ton stock à un entrepôt qui va te coûter environ 15$ par item à faire le fulfillment puis l'expédition, tu envoies ça à Amazon, puis ils vont te charger un pourcentage. Mais si ton produit n'est pas 100$, ça va pas coûter 15$. Ça va peut-être coûter beaucoup moins que ça. Donc, tu sais, et l'autre affaire, c'est que Amazon n'a pas nécessairement les mêmes besoins en termes de volume. Tu sais, souvent, les petites entreprises de fulfillment vont dire « Ah, mais nous, on fait rien en bas de 1000 commandes par mois. » Oui, mais c'est pas tout le monde qui vend 1000 bébelles par mois. Donc, tu sais, il y a plein de contraintes. Donc, tu sais, le marché est déjà diversifié. Il y a déjà plusieurs offres. Puis, laisser les gens choisir leur meilleure affaire. Imagines-tu si on disait, pour le panier bleu, c'est exclusif. Donc, ta boutique en ligne, tu la fermes et tu ne peux que vendre sur le panier bleu. Les gens auraient vu leur commande s'écraser, là. Ça ne gérait pas ces frais-là, tu sais. Donc, ça n'a aucun sens de gérer ça. Il y a différents types. Si tu vends 1 million de petites bébelles à 5$ par mois,
ben, peut-être que ton fulfillment center fait la job. Mais si tu en vends juste 200, ben, peut-être qu'il faut que tu t'arranges tout seul. Ou tu t'embauches un ami, mettons, à temps partiel, tu sais. Peu importe, mais laissez les gens s'organiser. Puis si l'idée, c'est genre, moi, je veux vendre partout au Canada et j'ai beaucoup de stock fait d'avance, ben, peut-être qu'Amazon, c'est la meilleure solution. Ils vont l'envoyer à Kingston, ils vont l'envoyer à Montréal, à Québec, ils vont l'envoyer à Vancouver, ils vont l'envoyer à Toronto. Puis ton stock va être partout au Canada. Puis quand les gens vont la commander, ta bébelle, ils vont l'avoir le lendemain. Tu sais, laissez les gens choisir. Je suis présentement sur le site sell.amazon.com. OK? Il parle un peu de ça, justement, mais c'est le commerce, de l'affaire. Et la statistique, c'est 60% des ventes de Amazon. Là, on parle du côté américain, là, c'est le .com. Là. 60% des ventes d'Amazon sur le magasin, tu vois, sur Amazon.com, là, c'est des vendeurs indépendants. Oui. C'est 60%. Si je pose la question aux décideurs, c'est énorme, c'est incroyable. Aux journalistes, et je leur parle de ça, de ce que tu viens de donner là, Jerry, je leur demande, je suis certain que la majorité, il y a peut-être une couple qu'on va savoir, mais la majorité, 98% des gens qu'on va réunir dans une salle, parce que moi, c'est ça qui me marque, c'est que les leaders médiatiques et les leaders en affaires, puis les leaders en politique, beaucoup de tartes technologiques là-dedans. Ouais. Énormément de tartes technologiques. On leur pose la question, 98% pensent que tout le stock est vendu par Amazon. Oui, exactement. Mais ça, là... Pire encore... Quand tu sais pas ça, Chris, imagine-toi, comment tu peux gérer tout le reste si tu sais pas des affaires évidentes de même? Oui, mais ils connaissent pas leur domaine, puis ils en parlent comme si c'était la vérité absolue, tu sais. Puis imagine si en plus tu rajoutes un montant. Mais Amazon charge aux revendeurs, mettons, 500 millions par année de frais. Hey! On va les imposer pour le 500 millions. On veut ce 500 millions-là à l'interne, donc on va faire tout ce qu'on peut pour le ramener au Québec. C'est comme, attends, là, t'as-tu vu ce qu'ils t'ont fourni comme infrastructure? Oui. Ça a un coût, ça. Ça a un coût pour le créer, pour l'inventer, pour la mettre en place et pour la faire rouler. Donc, laissez-les dons avec leur pourcentage. Il n'y a personne qui te force à aller sur Amazon. Alors, si tu veux vendre dans ta propre boutique sur un petit Shopify, let's go. Tout est là. Choisissez la meilleure solution pour vous. C'est pas compliqué. Pour revenir à ton point du début, tu disais, là, on est encore en train de se battre sur moi, je vais payer moins cher ma bébelle. Là, je l'ai vécu dans la consultation quand j'étais chez CGI. On avait Grand & Toy dans les bureaux pour fournir les crayons, les pouces-mines, les papiers, ces affaires-là. Hey, c'est tellement cher. Écoute, j'avais un casque pour un téléphone, peu importe la compagnie, là, un petit casque. Je l'ai trouvé sur eBay pour $19,98. Il me le vendait à $189. Ouais, regarde. J'ai dit à la madame, hey, peux-tu l'acheter sur eBay? Puis, genre, je l'expense. Oh, non, il faut absolument passer par notre fournisseur. Je dis, mais ton fournisseur, je peux en acheter 20 pour le même prix. Oh non, mais c'est comme ça, là. OK, parfait. Ils s'en foutent parce qu'eux autres, ils overbill probablement leurs clients qui sont souvent les villes, les gouvernements. Donc, c'est nous autres qui payent le casse, là. C'est ça. Ouais, c'est nous autres qui payent, là. C'est pour ça que j'en crisse. Ultimement, c'est de l'argent qui arrive des poches du monde. Oui, tout à fait. C'est juste que c'est dégueulasse parce que là, on parle de choses tellement simples. Il y avait un bureau, en gros, à 10 minutes de marche. Là. J'aurais pu aller le chercher pour probablement 50$, qui aurait été plus cher que sur eBay, et j'aurais vu la même chose. Mais non, ça marche pas de même. Il faut payer le gros prix par ce fournisseur-là. Je comprends qu'il fournit un service. Il y a un coût à ça. Tu commandes n'importe quoi, il n'y a pas de frais de livraison, il te le ship, j'imagine, dans la semaine, whatever. OK, parfait. Mais si tu veux économiser, tu peux économiser. Et tu devrais pouvoir économiser. Mais c'est ce qu'on demande de nos villes. Oui, ben oui. Tu sais, je veux dire... tout l'argent qu'on envoie, là, vous devez gérer cet argent-là comme si c'était la vôtre. Oui. Puis, moi, là, je n'envoie pas de l'argent dans une ville pour qu'elle commence à faire la morale sur où je dois acheter. Non. Tu me livres des services au meilleur prix. Oui. OK? Si tu as acheté quelque chose pour livrer les services qu'on a besoin, puis qu'il y a quelqu'un de local qui vend 200$, tu la trouves à 100$ sur Amazon, tu la commandes sur Amazon. That's it. Oui. Il n'y a pas de grand thinking à faire là. Si la personne, c'est son argent, elle veut l'acheter, elle veut encourager l'achat local. C'est ça bebelle. Mais quand c'est de l'argent dans un pot et que c'est de l'argent qui appartient à la collectivité, le premier, c'est lui le bug en passant, c'est que justement, pour toutes sortes de raisons, c'est pas le meilleur prix, c'est pas le ci, c'est pas... Il y a toujours une patente en arrière de ça pour que ça finisse à être la patente la plus chère de toute la gang. Pourquoi il faut prendre le plus petit soumissionnaire quand on a des contrats, mais pour tout le reste, on peut dépenser comme des malades? Ah oui.
Oui. Au nom de ci, puis au nom de ça, puis la morale. Oh, mais c'est immoral d'acheter d'Amazon. Mais qui dit que le gars que tu as acheté, toute la paperasse, c'est pas une entreprise qui a une business à Terrebonne, qui fait affaire, qui a mis tout son stock dans les entrepôts d'Amazon, puis c'est là que ça se passe. Ben, tout à fait. Tu sais même pas. Tout à fait. C'est très possible. Puis souvent, le monde va même utiliser ces plateformes-là pour trouver des vendeurs locaux. Comme, mettons, il y en a un aussi qui est très populaire pour les gens qui ont des magasins, Faire, F-A-I-R-E, qui, eux, tu peux t'inscrire là-dessus puis mettre tes produits au wholesale, puis tu peux trouver un gros catalogue. Fait que tu peux acheter avec eux. Il y a des petites contraintes, c'est quand même assez flexible, mais tu trouves du monde là-dessus. Puis là, quand tu trouves une entreprise qui est locale, ben rien t'empêche de l'appeler directement et de dire hey, écoute, moi j'ai une commande passée, je pourrais passer par Amazon ou par Faire, mais je peux passer par toi directement, puis je pourrais faire business à business, puis on sauve des frais tous les deux, puis on crée une relation comme ça. T'sais. Donc, tout ça est possible. Là, laissez les gens vivre, c'est pas compliqué. T'sais. Non, on a beaucoup de misère avec ça. Beaucoup de misère. Puis l'optimisation des coûts. Ah, mais on peut pas couper, il n'y a rien à couper. Arrêtez, là. Arrêtez. Tu regardes un peu, t'en trouves partout. Là. Ouais, voyons donc. On rentre là-dedans, on passe la gratte, on va dire de quoi c'est la on rentre à la tronçonneuse. C'est sûr que ça coule de partout. Ça doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer. Oui. Hey, t'as une grosse liste. Pour le live, on va faire 2-3 points, 1 ou 2 points. Puis après ça, on va en continuer un peu sur le Prime. Bien sûr. Du CES, qu'est-ce que tu retiens depuis qu'on s'est parlé? Qu'est-ce qui était... Bon, j'ai essayé de passer à mes filles le petit clavier, puis ils ont ri de moi, là. Mais qu'est-ce qui a été. Est-ce que c'est fini, premièrement, le CES? Oui, c'est fini. C'est fini. Ouais, y a-tu quelque chose qui a détonné ou il y en a tellement qu'on perd le fil? Sincèrement, il y en a trop. Moi, je trouve que c'est un océan d'affaires. Il y a des affaires qui ressortent qui sont intéressantes, mais je suis un petit peu. C'est pas comme avant. Avant, tu avais 2-3 grosses nouvelles, puis c'était hot. Mais là, c'est les mêmes nouvelles chaque année. Les fameuses télévisions, ils ont un truc de plus. Tu as des véhicules maintenant de plus en plus. T'sais. Fait que, cette année, c'était beaucoup l'AI. T'en as dans plein d'affaires. T'as même une trappe pour les petits chats qui veulent rentrer de l'extérieur. T'sais, ton chat sort dehors la nuit, il s'en va chasser, il trouve une souris, il veut rentrer dans la maison pour te l'offrir en offrande, évidemment. Mais une petite caméra qui détecte le chat, qui dit « Hey, t'as une souris dans la bouche, donc la porte, elle reste barrée. » Tant que le chat ne droppe pas la souris, la petite flappe ne peut pas s'ouvrir. Fait que, c'est bon. C'est cute. C'est des petites affaires comme ça. Oui. Ou sinon, j'ai vu une paire de jumelles de Swarovski optique qui coûte 4800$. Mais quand tu vois des petits oiseaux au loin, il va identifier la sorte d'oiseau dans la lunette. Fait que pour les ornithologues, c'est vraiment cool, tu sais. Ben oui. C'est des affaires comme ça, tu sais. T'as-tu genre à voir ça, toi, Jerry, que t'aimes les oiseaux? Mais j'adore les oiseaux, je suis très près, là. Mais le problème, c'est 4800$ US. Ouais, c'est ça. Chérie, on ira pas en Europe cet été. Pourquoi? Je me suis acheté une lunette paire de jumelles pour voir la sorte d'oiseau. Pour les oiseaux, ouais, c'est ça. Mais c'est 9000 espèces d'oiseaux, hein, c'est quand même pas pire. J'en ai parlé à ma blonde ce soir. Pas d'Espagne, mais on va leur regarder des oiseaux. On va dire, tu parleras des photos que tu les trouveras sur Google, tes questions d'oiseaux. C'est ça. Mais l'affaire, je te dirais, que j'ai vu récemment au SCES, qui était vraiment l'affaire que je pouvais trouver qui pourrait être pratique pour vraiment beaucoup de monde, c'est le Disney qui a fait ça en plus. Ça s'appelle le Holotile. Ça, là, c'est malade. Là, j'avais pas envoyé un lien à Mr. White si je ne l'avais pas vu. On se rappelle, là, on retourne en arrière, là, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, il y avait à la ronde le fameux casque VR, puis tu étais dans une espèce de soucoupe, si on veut, puis tu ne pouvais pas marcher, tu avais une espèce de cerceau autour, fait tu étais très limité, mais dans ton jeu, tu bougeais, puis tu tirais des bonhommes. T'sais, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on l'a dans notre salon. C'est pratique, tu tasses ton divan, tu tasses ta table, tu peux te promener un peu. Mais tu ne peux pas te promener vraiment en marchant. Tu fais semblant de marcher avec le joystick. Mais eux, ce qu'ils ont inventé, c'est un genre de truc que tu mets sur le sol. C'est comme c'est comme un convoyeur, grosso modo, mais de tous les sens. Et lui, il détecte ta position, puis quand tu marches, ben, il fait rouler les petites billes dans le sens inverse. Tu viens comme à marcher sur place. Moi, je le vois, c'est capoté. Mais tu peux te tourner, tu peux reculer, tu peux avancer, puis tu peux même être plusieurs si tu en as un assez grand tapis. Fait que finalement, tu es dans ton monde virtuel, mais tu marches pour de vrai. C'est assez pété, là. Parce que là, on dit, c'est plus juste ce que mes yeux et ce que mes oreilles entendent, mais c'est ce que mes pieds ressentent. Oui, c'est ça, feeling. T'es immersé complètement, là. Ça, je pense que si ça devient un vrai produit puis qu'on peut l'avoir un jour, ça va être pété en chien. Je suis en train de regarder, là. OK, ouais. Ben ça, l'essayer pour voir le feeling. Ouais, je sais pas. As-tu le feeling que t'es sur bord? Parce que je regarde le gars, on dirait qu'il a comme peur de tomber. Ben, c'est sûr, c'est peut-être un prototype encore, là, donc il y a moyen de peaufiner la chose, là.
Mais ça peut vraiment, vraiment changer la donne à la maison. Fini les accidents sur les télévisions, frapper le corps, arracher le téléphone. Tu sais. Ben oui, tu plantes en bas de l'escalier. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Non, je trouve que ça peut être un game-changing un peu sur les casques que tu te mets sur la tête. Oui. Avant de... Le reste, on en a jasé... Est-ce que tu es parce que t'es très techno. T'es-tu techno, char et patente de même aussi? T'es-tu... Pas dans ma possession. Moi, j'ai une 2011. Non, mais tu t'intéresses-tu? Tu sais, quand est arrivé l'histoire des chars qui se conduit tout seul puis toute la patente, c'était-tu le genre de choses qui t'intéressait? Au début, je trouvais ça intéressant parce que je me dis, mathématiquement, ça fait du sens. Le nombre d'accidents causés par l'homme versus causés par une machine, si elle peut bien conduire. Puis pas rien que ça. La circulation. Oui. Le fait que tout le monde conduit à peu près à la même vitesse, tu as les mêmes espaces. Parce que souvent, ce qui fait la congestion, c'est la manière qu'on manage notre conduite à travers les autres autos. Là. C'est ça. Plus le zipper quand tu rentres dans l'autoroute. Exact. Donc, ça, sur papier, c'est magnifique. Mais le problème avec ça, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est pas vrai que ça se conduit tout seul. Il y a trop de variables. Ça marche pas. Il y a des décisions un peu stupides comme Tesla de passer des LiDAR, donc les espèces de radars au laser, à des caméras. Là, automatiquement, depuis qu'ils ont fait ça, c'est comme un shit show là, en termes d'efficacité et de performance. Puis l'autre problème, c'est qu'on se faisait dire « Ah, les voitures, ils vont se parler, puis ils vont gérer le flux du trafic. Tout le monde va toujours rouler à 70, ça va jamais aller plus bas. » Donc, finalement, ça n'arrivera jamais, ça. Moi, je pense que non. Sincèrement, là, regarde juste pour les prises électriques. Là. On commence à peine, après comme plus que 10 ans, à avoir des prises que tout le monde peut commencer à utiliser parce que Tesla s'est entendu avec Ford puis avec une autre compagnie. Puis encore là, tu as une voiture X, tu peux pas aller te brancher sur le chargeur Y. C'est pas mieux, là, tu sais. Fait qu'imagine qu'ils se parlent, tu sais, ça marchera pas, ça. Fait que moi, je pense que c'est une lubie, là. Ouais. Est-ce que la patente des batteries, tu sais, l'histoire qu'on entend parler depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, là, il y a eu une vague de froid dans l'Ouest. Oui. Il fait du moins 45, il y a eu du froid au Québec, il y a des gens qui ont essayé. Hier, Éric Duhem a dit qu'en fin de semaine, il y a quelqu'un qui a eu de la misère à se rendre au chalet, ça a été quasiment dangereux. Puis là, ça que ce soit ça, là. Tu sais, moi, mettons, je me serais acheté une voiture électrique, ça aurait été une deuxième voiture juste pour rire, pour essayer, ou je sais pas trop quoi, mais c'est le genre de patente qu'on savait au départ. Le froid, les batteries qui finissent à se fatiguer bien plus vite que ce qui est marqué dans le livre, etc. Moi, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est pour ça que j'étais un peu sceptique sur le fait que ces voitures-là, en 2035, sont uniquement vendues, qu'il n'y aura plus de voitures à gaz. C'est de la pure folie. Ça nous montre comment nos dirigeants sont des idiots. Là. Je veux dire, ça, c'est clair. C'est incroyable d'aller là et de penser qu'on va pouvoir le remplacer. Mais quand on parle de prendre notre argent collectivement, on parle de milliards et de milliards, puis de se lancer dans une patente, entre autres avec Nordvolt, qu'on ne connaît même pas. Là. C'est une compagnie qu'on ne connaît pas vraiment, qui semble vouloir avoir besoin de l'argent des Allemands, des Suédois, des Québécois, il n'y a pas beaucoup de monde dans le milieu financier qui a l'air à en donner. Là. Ça prend de l'argent à tonnes des contribuables pour avoir... Moi, j'ai trosse zéro. Là. OK? Moi, j'ai trosse zéro. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un à Investissement Québec, je ne sais pas, la Caisse de dépôt, près des gouvernements? Tu vas me dire, ouais, c'est Éric Kerr qui gère l'informatique. Tu vois d'où on part. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un comme toi, quelqu'un qui vont chercher un Top Gun chez CGI? Parce que tu sais, les politiciens, ils doivent savoir qu'ils sont caves au niveau technologique. Ils doivent le savoir. Là. Tu sais, ils ont de la misère à prendre le email. Montre-moi comment ils voient les stories Instagram. Tu sais, ils savent qu'ils sont caves en technologie. Ouais. Comment ça qu'il n'y a pas un Top Gun dans l'époque où on est? Attends un peu, les amis. Là. Mettez jamais d'argent du monde là-dedans. C'est risqué. Parce que là, on entend Fitzgibbon dire si les Québécois ne veulent pas, le Nordvolt n'aura pas. Il dit pas ça pour rien. Non. Moi, d'après moi, je pense que c'est en train de chier dans la pelle, cette affaire-là. Là. Moi, je pense que ça va chier dans la pelle, oui. Ça, c'est clair. Calisse. Non, t'as pas, on a mis de l'argent pas mal, là, dans le sens que... pas encore sorti, là. Mais c'est ça, c'est des promesses de. Donc, on espère qu'il n'y a pas fait d'échec encore. Il y a probablement de terrain qui est acheté, là? Probablement, oui. Lui, il a fait son cash avec son terrain, mais autrement, on n'est pas des milliards encore. J'espère, en tout cas, parce que sinon, on est vraiment capable d'avoir pitché l'argent avant d'avoir eu quelque chose de livré. Parce que moi, je me dis, si tu mets 7 milliards, tu as des objectifs. Puis c'est divisé en, mettons, 5 ou 10 versements selon certains objectifs. Puis j'espère que c'est fait de même.
Mais même la technologie, même au niveau technologique, au niveau même cybersécurité, je connais des gens qui ont été embauchés dans son fameux ministère de la cybersécurité puis ont tout quitté. Parce que la machine ne veut pas évoluer. La machine ne veut pas changer. La machine, comme on dit toujours, la machine, elle ne veut rien savoir. Ça marche d'une façon. Tu as beau mettre le meilleur Top Gun, si elle est main liée, il y a les mains liées. Ce qu'il faudrait, c'est changer les lois. Donc, ce gars-là est parti au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Oh, c'est clair. Ben, ça dépend. S'il faut qu'il reste là 1 an pour avoir un 30 millions en bonus, il va rester là 1 an et 1 jour. T'sais. OK. On s'entend, là. Ouais. Au privé, si ça ne marcherait pas, il se ferait foutre dehors à 1 an moins 3 jours, puis il n'y aura rien. Et je l'ai déjà vu arriver dans plusieurs postes exécutifs. Donc, tu ne livres pas marchandises, le conseil se rencontre la semaine d'avant ton année. Toi, tu es tout content. Tu te dis, je vais faire 1 an là bientôt, je vais avoir un gros bonus, plein d'actions. Finalement, tu te fais foutre dehors 3 jours avant la fin parce que tu n'as pas livré la marchandise. Puis c'est comme une taloche qu'on te donne. T'sais. Payer cher pendant 1 an, mais tu n'auras pas ton X millions de dollars de bonus. T'sais. Mais non, ça ne veut pas changer. Puis je pense pas que ça va changer tant qu'il n'y aura pas un méga changement. Mais c'est pas juste au niveau des gens qui gèrent la machine, mais c'est même au niveau de monsieur, madame, tout le monde. Ma femme est allée à la coiffeuse, puis elle a une amie qui, elle avait une job, elle ne met pas sa bosse. Son mari a eu un héritage de genre 15-20 000. Il a lâché sa job, fait le party pendant une couple de semaines. Elle a dit, ben moi, avec, je vais m'amuser. Donc, elle lâche sa job aussi. De toute façon, je vais me trouver une job à SAQ. Ça a l'air qu'il travaille. Je te jure. Ça a l'air qu'il travaille. Pas 15 millions, 15-20 000. 15-20 000, ouais, une niaiserie. Là. Genre, tu t'en vas comme 2-3 week-ends en amoureux, tu flômes un peu d'argent dans la boisson, t'es sorti, tu loues un char, tu t'amuses. Il n'y en a plus, là. Aucunement sérieux dans sa vie. T'sais, elle aurait pu créer un projet, elle aurait pu partir son entreprise. Non, on va juste flober ça en 2-3 semaines. Et là, après ça, c'est quoi? Ah, ben, je vais me trouver une job à SAQ, ça a l'air qu'il embauche tout le temps, puis le monde, il fout à rien. Mais c'est gangréné dans la population là, de juste dire, hey, moi, j'ai une job au gouvernement, moi, ça fait capoter. M'a rien faire. Moi, ça me fait capoter, c'est carrément ce que je vois. C'est débile, c'est dégueulasse. C'est comme Chris, c'est notre gouvernement à nous, c'est notre propriété partagée. Peux-tu en être fier? La fierté, là, c'est parti. Hein, ça, c'est au Québec, là. Je m'en vais travailler pour l'État parce que je sais que je peux me pogner le beigne. Exactement. Mais c'est payé par tes impôts, les impôts de ton mari, tes enfants. Mais ils s'en foutent. Parce que les autres, ils voient un chèque tous 2 semaines qui rentre. Ouais, même si c'est la moitié qui part. Même si ça en aurait le 3/4 qui partirait. Ben, je m'en fous. Je fous rien de la semaine. Donc, essaye donc de lui faire comprendre l'histoire de Nordvolt. Mais moi, ce qui m'écœure un peu pour finir, puis après ça, il y aura jasé de tout le reste avec, sur le Prime. Mais ce qui m'écœure, c'est que comment ça fait que moi, je suis pas un techno, moi. Je suis pas comme toi, là. Tu sais, puis j'en connais des gens qui sont des autodidactes, qui sont capables de comprendre un paquet de sujets, qui sont un peu des jack of all trades. Tu sais, je veux dire, comment ça que dans le milieu, dans ce milieu-là, il n'y a personne, dans le milieu politique, dans les hauts fonctionnaires, il n'y a personne qui se lève et qui dit « Wow, panier bleu, pas une bonne idée. Wow, les batteries. » Tu sais, parce que le gars des batteries, c'est le gars du panier bleu, là. Mm-hmm. Ouais. Ben... Donc, s'il ne voyait rien avec le panier bleu concernant un affrontement avec Amazon, qu'est-ce qu'il peut comprendre d'une histoire de batterie? Il est bien beau à la TV. Il est bien beau, là. Mais dans le fond, je le sais que le gars, il connaît rien là-dedans. Non. Et il n'y a personne alentour de lui, même pas besoin d'être un Top Gun, quelqu'un d'allumé un peu, dire ouais, il me semble que tu exagères un peu, là, 7 milliards, l'argent du monde, pour quelque chose qu'on ne sait pas trop si... on n'est pas sûr que ça va marcher, cette affaire-là. Là. Puis c'est pas des batteries, hein, c'est des cathodes et des anodes. Donc, c'est juste 2 types de composantes de la batterie. Fait que, encore là, on va pas avoir un camion qui sort de là, un semi avec des batteries, là. C'est ça, non. Ça va être juste des feuilles de métal. Ils nous disent ça, on est la capitale mondiale des batteries. Arrêtez, là. Le moteur roux aussi, un coup parti? Ah ouais, oui, on sort le moteur roux. Les batteries au fer? Oui, on sort ça aussi. Alex, le Pirate Geek, poursuit avec nous autres sur le Prime. Si vous en voulez plus, allez vous inscrire à radiopirate.com. On se reparle demain. See ya! Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.